ne vais pas faire de choses ce soir. Voilà, je voulais donc vous saluer, vous souhaiter la bienvenue. Je me présente, je m'appelle Maria Machkeli. En fait, je suis là en tant que coprésidente de la SRF, donc la Société des réalisateurs français, coprésidence, donc une charge que je partage avec Bertrand Bonello et Christophe Ruggia. Ce sont donc des écoles. Alors, je ne peux pas forcément vous raconter ce que sont les écoles, mais on est ravis de faire celle-ci ce soir sur les chefs de poste. Par ailleurs, la Société des réalisateurs, je vais juste en dire deux mots, parce que voilà, elle regroupe quelques 300 réalisateurs, c'est ça, tous genres confondus, donc documentaire, fiction, court-métrage, long-métrage, animation aussi. Il y a des femmes, il y a des hommes. C'est une société de réalisateurs qui aime à se penser solidaire et qui aime à questionner le monde parfois. Et en l'occurrence, s'interroger sur des questions de cinéma, aussi des questions de société. Et en ce moment, c'est vrai que la question de l'égalité entre les hommes et les femmes est importante, qui nous a paru très important de faire cette école. Alors, une école, je le dis rapidement, pardon, donc, qui est soutenue par la région Île-de-France et la SACD. Julie, je l'ai bien vu. Et alors, je vais très vite annoncer les personnes qui sont là ce soir. Donc, pour modérer, ce soir, il y a les très aimés Axel Ropper. Tu es là, Axel? Vous pouvez l'applaudir. Voilà. Réalisatrice et scénariste. Et Bérénice Vincent de Totem Film et aussi de 50-50 pour 2020. Qui nous applaudit aussi. Et alors, vous intervenez, enfin les intervenantes de ce soir sont donc Caroline Champetier. Valérie Deloff. Emmanuel Duplay. Et Julien Belfine. Voilà. Caroline Champetier, chef opératrice, Juliette Belfini, chef monteuse, Emmanuel Duplay, chef décoratrice, Valérie Deloff, ingé son et mixeuse. Non, monteuse son, pardon. Voilà, alors merci d'être venus nombreux ce soir. En guise de préambule, je voudrais juste lire quelques mots d'une femme dont j'ai toujours pensé qu'elle pourrait être un modèle, notamment pour les jeunes femmes qui aspirent à la réalisation et qui sont dans la salle aujourd'hui. Il s'agit d'une réalisatrice que, bizarrement, on n'a pas beaucoup citée cette année dans la liste qu'on essayait laborieusement de faire avec les femmes cinéastes méconnues de l'histoire du cinéma. Et curieusement, elle est assez souvent oubliée. Je crois que c'est une femme qui est connue uniquement par les cinéphiles, voilà, par les cinéphiles qui aiment le cinéma classique américain. Et cette femme, c'est Ida Lupino, qui a été une très grande actrice dans le cinéma américain des années 50 et qui a été une des premières femmes à passer derrière la caméra à la faveur de circonstances et de ruses. Cette fameuse ruse dont on parlera ce soir, qui sert un peu à déjouer toutes les difficultés du métier. Et Ida Lupino, on l'a questionnée dans les années 60, plutôt 70, sur qu'est-ce que c'était que d'être une femme à Hollywood et de faire des films dans les Hollywood classiques. Et elle a fait une réponse mi-figue, mi-raisin que je trouve très intéressante. Voilà, donc je vous la lis ce soir. Question du journaliste. Comment est-ce que vous vous comportez sur un plateau de cinéma composé uniquement d'hommes? Réponse de Ida Lupino. Je crois que je suis aimée par l'équipe. Vous savez, quand j'ai commencé, c'était pas facile. Je suis arrivée dans un monde d'hommes, moi une femme et moi en plus une ancienne actrice. Alors j'ai été la plus aimable, la plus ouverte possible. J'ai discuté beaucoup avec l'équipe. Je prenais le temps de leur expliquer tous mes choix de réalisatrice, de répondre à toutes les questions. Au point que, à la fin de mon premier tournage, mon équipe m'appelait maman. Et on m'appelle toujours maman sur mes plateaux. Question du journaliste, et c'est là que je trouve que c'est vraiment intéressant. Est-ce que vous prenez ce maman comme un compliment? Et là, Ida Lupino se rétracte un peu et son visage change. C'est précisé dans l'entretien. Pas sûr. En tout cas, je me suis toujours demandé si dans le fond, ce n'était pas une ruse de ma part de m'être montrée si maternelle. Peut-être était-ce le seul moyen pour m'imposer. Qu'en pensez-vous? Voilà, petit préambule.
Je vais laisser la place à ma co-animatrice, ma co-modératrice Bérénice. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être ici avec vous ce soir et puis d'animer donc cette table ronde avec 4 parcours passionnants de chefs de poste. Il s'avère que ces 4 parcours sont des parcours de femmes. De facto, le titre de la table ronde dresse par lui-même l'état des lieux, à savoir qu'il y a peu de femmes chefs de poste dans le cinéma. Alors pour que tout le monde se détende sur les risques de communautarisme, de ghettoisation, il me semble important de préciser que si on avait appelé la table ronde des chefs de poste au masculin pluriel et qu'on n'avait eu que des hommes sur l'estrade, peu de personnes se seraient interrogées sur le bien fondé de cette répartition. Les normes établies sont rarement questionnées. Et en effet, nous ne sommes pas dans le normatif ce soir. Et encore, nous sommes toutes les 6 blanches. Bref, juste avant de se plonger dans les parcours respectifs de nos intervenantes, je voudrais rappeler un petit changement qui a son importance quant à la place des femmes chefs de poste dans le cinéma. En septembre dernier, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, s'est engagée, ou plutôt a engagé son ministère, ce qui a son importance vu qu'elle est partie depuis, à la mise en place d'un bonus de 15% sur le soutien automatique production pour les équipes paritaires sur 8 postes. Donc quels sont les postes visés ? La réalisation, le scénario, la direction de production, chef image, chef montage, chef son, décoration et costume. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Ça veut dire qu'au moins 4 de ces 8 postes devront être tenus par des femmes pour accéder au bonus de 15%. Selon les chiffres du CNC, moins d'un film sur 6 serait actuellement éligible, ce qui signifie que ce levier sera donc tout à fait intéressant pour faire avancer rapidement vers plus de parité sur les tournages. Bref, sortons pour l'instant des chiffres et parlons de cinéma, car il me semble qu'on est toutes et tous là pour ça. Et écoutons les trajectoires passionnantes de nos 4 intervenantes. Et chacune va se présenter, donc je vais donner la parole à Caroline. J'ai un micro. Ah. Voilà, je travaille à l'image depuis, je ne sais pas, assez longtemps, peut-être 40 ans. J'ai une trajectoire extrêmement classique. J'ai fait l'IDEC, qui est l'ancêtre, la sœur de la féministe. Et puis j'ai intégré une équipe comme assistante pendant plusieurs années. Est-ce que je peux dire de nombreuses années ? Ça ne m'a pas paru long, mais c'était quand même 8 ans. Et puis voilà, j'ai commencé, j'ai fait quelques courts-métrages et très vite j'ai été appelée par des metteurs en scène, je dirais renommés. Je pense que ça a joué beaucoup dans le fait que ça a été une chance, je dirais, je sois après appelée sur des films. Et puis voilà, je travaille encore. Bonsoir, moi je m'appelle Juliette Welfling, donc je suis monteuse image. C'est un métier où il y a beaucoup de femmes, donc je ne sais pas si je suis vraiment concernée par la discussion de ce soir des femmes chefs de poste, parce que dans mon métier il y en a beaucoup. Mais enfin il y a de plus en plus d'hommes, donc peut-être qu'il faudrait que là il y ait un homme. Moi j'ai pas fait d'école, j'ai commencé, je me suis formée sur le tas, comme on dit. À l'époque c'était possible, maintenant c'est compliqué je crois. Et voilà, qu'est-ce que je sais pas, ça fait longtemps aussi, et voilà, je monte des longs métrages de fiction plutôt, principalement, enfin même que ça. Voilà. Moi je suis Valérie Delors, je suis chef monteuse son. Comme Juliette, je suis formée sur le tas, j'ai pas fait d'école. J'ai commencé à travailler, d'abord j'ai fait quelques stages dans différentes sociétés de son. Après j'ai travaillé dans une société qui s'appelle DC Audiovisuel, où là j'étais entièrement formée en fait au métier du son. Et puis j'en suis partie au bout de 7 années. J'ai commencé directement le montage son au moment où les systèmes de montage virtuel arrivaient, parce qu'il faut savoir que avant ces systèmes de montage, c'était les chefs monteurs images qui assuraient le montage son, et que ces personnes n'étaient pas forcément formées à des systèmes informatiques. C'est vraiment une génération à l'époque qui était comme vous, les plus jeunes, née avec une souris entre les mains. Donc moi, avec mon petit bagage technique, ça m'a permis de
choper cette passerelle, ce changement de métier, en fait, cette apparition de métier. Donc voilà, et j'ai été formée en fait au contact direct des réalisateurs qui m'ont accompagnée. Moi, je suis donc Emmanuelle Dupleix. Je suis architecte, j'ai fait des études d'architecture. Et en sortant de mon diplôme d'architecte, au bout de 7 ans d'études, où vraiment on apprend des choses très techniques, on est très considéré en tant qu'architecte, un diplôme comme ça reconnu par le gouvernement, très important. En fait, j'ai commencé comme stagiaire sur un gros film, mais comme toute petite stagiaire. Et pendant quand même quelques années, j'ai gravi comme ça les échelons en démarrant de rien, alors que j'avais quand même un bagage assez important intellectuel, artistique. Et en fait, voilà, c'est ça un petit peu mon parcours, c'est comment tout d'un coup, quand on a un gros bagage, il faut redémarrer un peu de rien dans le cinéma pour se reconstruire, et puis après, pas se reconstruire, mais bon. Et puis voilà, après j'ai tenu chez Déco. Alors, avant de vous interroger précisément chacune d'entre vous, peut-être qu'il faudrait faire juste un petit état des lieux pour chaque filière, parce qu'en fait, il y a des problématiques communes à chaque filière, mais il y a aussi des questions particulières qui se posent pour le département image, le département son. C'est pas tout à fait la même situation à chaque fois. Donc, je vais tenter de le faire. Je suis pas une spécialiste de l'ensemble des filières, donc vous rectifiez si je dis des bêtises. Pour ce qui est du département image, qui est un département qui a été masculin pendant très très longtemps, il me semble que les premières chefs opératrices sont arrivées dans le métier dans les années 80. Non, avant, puisque moi, celle qui m'a donné envie, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, de faire de l'image, elle m'a donné envie simplement parce que je me suis dit, si elle est capable de le faire, je peux le faire. C'est Norita Vive. Et Norita Vive, c'était dans les années 70. Donc, il y a eu un certain nombre de femmes dans les années 70 qui ont été assistantes, et Nourit, elle, a été... Et parce qu'elle avait cette histoire particulière, qu'elle était israélienne, elle avait fait son service militaire, ça m'impressionnait beaucoup, et donc il y avait quelque chose chez elle, ou en elle, qui faisait qu'elle n'a pas eu peur de se dire qu'elle pouvait suivre une filière qui était quasiment exclusivement masculine. La profession s'est quand même beaucoup féminisée depuis 20-25 ans, depuis notamment la Fémis, depuis que la Fémis a fait son travail et que l'école des Lumières aussi a fait son travail. J'ai l'impression que ces deux écoles ont été quand même très importantes pour aider à la propulsion de jeunes femmes dans le métier. Alors pour ce qui est du département image, je dis ce qu'on a dit, peut-être que je dis des bêtises. C'est vrai que le métier de monteur est occupé par des femmes depuis très longtemps. Et une directrice de post-production m'a expliqué que c'est parce qu'au départ, le montage était assimilé en fait à un travail un peu de petite couturière. Le montage n'était pas aussi sophistiqué qu'il est devenu maintenant, n'était pas considéré comme une étape aussi sophistiquée et aussi essentielle que ça l'est maintenant. Et donc on confiait ça, je parle d'une époque où on montait en argentique en plus, c'était pas tout à fait la même chose qu'en numérique, on confiait ça à des femmes qui dans l'imaginaire étaient des petites mains habiles et productives. On dit si je... C'est peut-être pour ça qu'il y a eu beaucoup de femmes assez rapidement dans le département montage. Pardon. Oui, moi, enfin, d'après ce que je sais, c'est que donc à l'époque, comme c'était effectivement en argentique, il y avait des métiers d'ouvrières en fait qui étaient le montage négatif et qui se faisait au laboratoire de tirage de films, etc. Et donc c'est ces femmes-là qui savaient manipuler la pellicule, qui étaient ouvrières et qui ont été les premières monteuses, je crois. Je suis pas sûre, c'est ce qu'on m'a dit. Je sais pas si c'est vrai. Et voilà, donc effectivement, elles sont passées de ouvrières à, je sais pas, artisans, artistes, je sais pas. Je trouve que c'est un tout petit peu équivalent à ce qui se passe dans la haute couture, qui est tenue par des hommes. Et par contre, les couturières et les merveilleuses couturières qui font la haute couture sont des femmes à 99%. Voilà, je me sens que ça peut rapprocher un peu le montage historiquement de ça. Moi qui ai travaillé 3 mois chez Saint-Laurent, chez les femmes, j'entends pas comme couturière, comme les femmes sont dans les ateliers flous, c'est-à-dire travaillent sur les robes, mais ce sont exclusivement des hommes chez les tailleurs.
Et les tailleurs et les pantalons sont faits par des hommes. Donc il y avait 4 ateliers chez Saint-Laurent, 2 ou 3, non, peut-être 5, 3 de flou et 2 qui étaient exclusivement, quasiment exclusivement des hommes. Alors département son, alors là département son c'est la catastrophe un peu de la table ronde aujourd'hui. Les chiffres sont très très parlants. Je ne sais pas qui peut nous les donner. Je crois que c'est Bérénice. Bah, actuellement, il y a, en montage son, il y a 72% d'hommes et 28% de femmes. En mixage, elles sont 5 pour une cinquantaine d'hommes. En tournage, il y en a un petit peu plus, mais je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est vrai qu'il y en a très très peu. Mais moi, j'aimerais bien revenir un petit peu sur l'histoire du montage, parce qu'en fait, il y a une chose qui reste de ça, du fait que c'était un métier de petites mains, c'est le tarif syndical qui est encore appliqué aujourd'hui. Et il faut savoir que le poste de chef monteur, c'est quand même un poste essentiel, c'est le poste qui réécrit avec le réalisateur le film. Et le chef monteur est moins payé que l'ingénieur du son sur le tournage, par exemple. Oui, c'est aussi des questions de durée de temps de travail. Non, Franchement, je ne crois pas. En décor, alors la filière décor, je la connais un tout petit peu moins bien. Est-ce que un petit état des lieux sur l'histoire des femmes dans ce métier est possible? Oui, là maintenant ça commence à se développer un petit peu, mais ça a été, oui, il y avait très très peu de femmes. Il y en avait, c'est-à-dire qu'il y avait des femmes qui étaient ensemblières, c'est-à-dire qu'on pensait que les femmes pouvaient choisir les rideaux, les meubles, ça oui, mais par contre construire du studio, faire des dessins, projeter, ça par contre il y en avait beaucoup moins. Maintenant, je pense que et c'est vrai que par rapport, par exemple, si vous parlez des chiffres des écoles, à la FEMIS, il y a énormément de femmes qui sont formées, enfin il y a d'ailleurs quasiment que des étudiantes femmes à la FEMIS en déco. 70%. Ouais, 70%. Bon, après, peut-être que ça se rapproche aussi de la même chose que ce que vous me disiez sur les études d'architecture, c'est qu'il y a énormément d'étudiantes en architecture et puis il y a peu de femmes qui ont un cabinet d'architecte. Ça, donc, bon, maintenant, il y a maintenant des chefs d'éco femmes qui font des films, des gros films. C'est en train de venir, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, on était très très peu. C'est sûr. En discutant avec Emmanuel tout à l'heure, on essayait de rapprocher la problématique des chefs d'éco de la problématique de l'architecture. Parce qu'il y a vraiment, déjà il y a plein de chefs d'éco qui viennent de l'architecture, il y a vraiment une problématique commune sur ces métiers qui allient à la fois la très grande technicité, l'artisanat et la création. Et les chiffres, il y avait un portrait ce week-end assez passionnant dans Le Monde de Brigitte Métra, qui est une très grande architecte et qui est une femme et qui réfléchit beaucoup à ces questions-là, le peu de femmes qu'il y a dans son milieu. Et les chiffres qu'elle sortait étaient très éloquents et je pense qu'on peut les appliquer un tout petit peu aux techniciens de cinéma. C'est-à-dire qu'en architecture, au départ, il y a 68% de femmes dans les écoles. Il n'y en a que 28% qui, 10 ans après, sont inscrites à l'ordre de l'architecte et il n'y en a que 10% à la fin qui ont leur propre agence. Voilà, il y a une espèce de disparition progressive des femmes au fur et à mesure qu'on avance dans les années et dans la hiérarchie. Voilà, alors moi je vais vous poser une question qui est à la fois très concrète et peut-être un peu difficile. J'aimerais bien que chacune d'entre vous, dans votre parcours, vous nous disiez, dans l'accès au rang de chef de poste, Caroline Champetier d'ailleurs va nous expliquer que pour elle, c'est pas un poste de pouvoir, voilà, le concept de pouvoir est quelque chose qu'elle n'aime pas et donc elle veut proposer un autre mot. Mais en tout cas, dans cet accès au rang de chef de poste, est-ce que vous avez eu des expériences ou des exemples très concrets de barrages, de freins, de difficultés liées au fait que vous étiez une femme? Voilà, c'est une question qui est très générale. Est-ce que vous, dans cette problématique, il y a des choses que vous pouvez raconter? Alors, je crois que les choses ne sont jamais, comme dirais-je, genre noir, blanche ou noire. Hein. Je crois que le fait d'avoir été choisi par un très grand metteur en scène,
tout au début de ma carrière, donc qui est Jean-Luc Godard. C'est une sorte de malentendu. Moi, j'ai vu une élection, évidemment. Je pense qu'avec le temps, que c'était le contraire d'une élection. C'était au contraire un metteur en scène révolutionnaire qui avait envie d'être tranquille et de quitter le rapport de force à un endroit où le rapport de force le gênait dans sa création, et qui s'est dit, bon, peut-être avec une fille, quelque chose va se passer. Et ça s'est effectivement passé, hein, parce que les 2 premières années de travail avec Godard ont été délicieuses, enfin oui, plus ou moins délicieuses pour moi et pour lui. Donc c'est Antoine de Bec en fait foi dans sa biographie. Ça m'a à la fois fait plaisir évidemment, mais étonné. Et c'est là où je me suis dit que finalement c'était moi qui avais pensé, mais en même temps l'idée de penser que c'était une élection, ça m'a donné du courage pour la suite. La première élection d'ailleurs avait été faite par une femme, et pas n'importe quelle femme, puisque c'était en fait Chantal Akerman. Et je pense que ces 2 personnes qui ne sont pas n'importe qui, elles ont tracé quelque chose pour moi. Et c'était l'époque, il faut le replacer dans l'époque. C'était une chance formidable d'être là, d'être une fille qui faisait de l'image à ce moment-là. Que moi j'y ai cru. Que ce soit une sorte de réponse à un peut-être talent, c'est moi. Vous voyez, maintenant je dis toujours c'est beaucoup de chance, et c'est surtout une époque. Après, j'ai donc travaillé avec des metteurs en scène ultra confirmés, Godard, Rivette, je peux même parler de Benoît Jacot, de Jacques Voyon. C'était par rapport à ce que j'étais, ils étaient ultra confirmés. Et puis, c'est quand je suis arrivée à quelque chose qui finalement se rétablissait avec ma génération, que à la fois un très grand plaisir est arrivé, il était déjà là, mais surtout la difficulté de direction des équipes. Et là vraiment, j'ai senti que ça coinçait. Oui. C'est-à-dire avec les machinaux et les électros, qui étaient des hommes à l'ancienne. Oui, absolument, et pas simplement, qui n'étaient plus dans la protection par rapport à moi comme ils avaient pu être quand j'étais assistante, parce qu'à ce moment-là, comme Ida Lupino, je ne m'étais pas placée dans la position de la maman, mais dans la position de la fifi. Et malgré soi, on se met dans ces rails-là. Hein. Et puis, effectivement, quand j'ai eu affaire à cette foutue, soi-disant, situation de pouvoir, qui pour moi n'est pas une situation de pouvoir, mais une situation de responsabilité, là, quelque chose a coincé. Parce que je pense que nous donner à nous, les femmes, la responsabilité de quelque chose, quand c'est un monde à dominante masculine, c'est déplaisant, quoi. C'est déplaisant, ça n'est pas commun, ça désoriente. Et alors, comment est-ce qu'on fait sur un plateau où, en général, on travaille dans l'urgence, quand on a un rapport quand on sent que l'équipe technique masculine à ses ordres résiste, ou fait preuve de mauvaise volonté, je ne sais pas comment ça s'est traduit, comment on fait quand on est une femme chef-op pour dénouer ça, pour que le travail avance, pour que les ordres soient accomplis, comment on endosse des... Contrairement à ce qu'on pourrait être au fond de soi, ça me fait penser à Noémie Lvovsky dans un film de Desplechin qui dit « Mais au fond, je suis quelqu'un de doux. » Au fond, c'est une scène magnifique. On endosse des postures qui ne sont pas forcément les siennes, et on est dur, on est cassant, et on est autoritaire. Et qui plus est, c'est quelque chose après, forcément qu'on vous reproche, mais qu'on vous a demandé d'endosser. Ouais. Juliette, dans la salle de montage, quels sont, c'est sûr que c'est pas tout à fait les mêmes problématiques qu'un plateau, mais est-ce qu'il y a des moments où vous avez senti que le fait d'être une femme vous desservait? Franchement, non. Je pense que vraiment,
jamais. Même au début, en temps de, je sais pas, par exemple, dans la manière dont on avait d'écouter votre parole, pendant ces fameuses séances de visionnage qui sont toujours un petit peu stressantes avec le producteur ou... Non, enfin, encore une fois, je pense que comme c'est acquis depuis très longtemps pour tout le monde que ce sont souvent des femmes qui sont monteuses, bon, bah, ensuite, je pense que les difficultés dans mon métier, en tout cas, n'ont rien eu à voir avec le fait que je sois une femme ou un homme. Elles ont à voir avec le fait qu'un réalisateur est plus ou moins... se sent plus ou moins dépossédé de son œuvre quand le monteur ou la monteuse exprime son opinion ou un peu fermement. Mais sinon, je crois pas que... Non, franchement, je pense vraiment pas que le fait d'être une femme ait changé quelque chose ou que l'ascension ait été plus difficile ou que... Est-ce que vous estimez, parce que je me permets de dire que j'ai regardé vos CV aux unes et aux autres, et ce qui m'a frappé, c'est quand même, il y a quand même des filières où il me semble que les grandes techniciennes ne sont pas assez reconnues sur le plan honorifique. Voilà. J'ai l'impression qu'effectivement, le département image et le département décor, les grandes techniciennes sont assez souvent reconnues. Département image, les grandes récompenses, je pense César et Oscar, laisse tomber. Les grandes chefs-op, elles sont très peu récompensées. Alors, vous me direz que c'est vraiment un aspect dérisoire et vaniteux et qu'on ne fait pas ce métier pour recevoir des récompenses, ça c'est sûr. Mais à un moment donné, les récompenses, ça veut juste dire la reconnaissance d'un travail artistique qu'on a fait. Et moi, je suis frappée quand je vois le CV de certaines grandes techniciennes du peu de reconnaissance honorifique. Voilà. Je peux peut-être donner quelques chiffres du coup pour le coup. Parce que c'est assez intéressant sur la question de la prise de vue justement. Donc, par rapport au niveau des métiers, il y a 28% de femmes chefs opératrices selon une étude du CNC 2017. Il y a une différence de salaire de moins 29% pour les femmes. Au niveau des nommés par rapport au César uniquement, il y a 9% de femmes qui ont été nommées et 7% qui ont été césarisées. Donc ça permet un petit peu de recentrer aussi le débat par rapport à ça. Moi, je voulais revenir rapidement parce que je trouve que la discussion sur la notion de pouvoir et de responsabilité est vraiment passionnante et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant quand on l'a abordé tout à l'heure. Et la question que je me posais, je ne sais pas si tu as une réponse, mais c'est justement qu'est-ce qui différencie en fait le pouvoir de la responsabilité? Est-ce que c'est la prise de décision? C'est quoi concrètement en fait? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence finalement? Mais je pense que c'est une confusion, c'est-à-dire qu'on accorde à ces postes qui sont des postes où effectivement on prend des décisions, mais surtout on aide un metteur en scène à en prendre, on soutient un acteur, on le rend meilleur au montage. Enfin, toutes ces choses-là sont des choses qui sont, du point de vue, quand on s'interroge un peu, du point de vue de la morale, mais quasiment uniquement de la responsabilité. C'est parce qu'on est dans un monde d'hommes qui fait que cette place-là, eux l'appellent le pouvoir. Mais je suis désolée, c'est pas du pouvoir, il n'y a pas d'exercice de pouvoir. Il y a un exercice de talent, il y a un exercice de savoir-faire, et après, oui, c'est de la responsabilité. Comme dans une famille, il va falloir s'occuper des enfants. Alors, le pouvoir, il est où dans la famille? Il est le plus souvent, c'est le père, c'est l'homme. Mais toute la société fonctionne comme ça, avec cette idée que symboliquement, ce qui est une responsabilité, ce qui est la plupart du temps endossé par les femmes, parce que je pense que dans la vie quotidienne, les responsabilités sont très souvent endossées par les femmes, ça ne s'appelle pas pouvoir, parce que c'est cette autre place qu'on appelle pouvoir, qui est quand même, excusez-moi, la plupart du temps vacante. Oui, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est justement cette vacance qui fait effet de pouvoir, quoi. Non mais là ça devient très... Alors, du côté du son, on a eu des chiffres donc, voilà, qui sont très très parlants. Et moi, quand j'ai découvert les chiffres, je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion d'aborder cette question qui est absolument essentielle dans le cinéma, qui est le rapport entre les femmes et la technique.
Ce qui est quand même extraordinaire dans le cinéma, c'est que c'est un art à la fois très abstrait et très très concret, et que le concret passe par la technique quand même beaucoup, et qu'on sait que les femmes ont un rapport compliqué à la technique, pas de leur fait, mais voilà, parce qu'il y a tout un système d'éducation qui évince peu à peu les femmes de la technique. C'est particulièrement criant dans le milieu dans la filière son, qui est à la fois une filière à la fois très abstraite et très technique, donc double peine pour les filles. Et j'aimerais bien que vous nous disiez, vous, comment cette contrainte à la fois de la technique et de l'abstraction, comment vous l'avez déjouée, comment vous l'avez appréhendée, comment vous l'avez déjouée. Alors c'est très juste, vous pouvez nous raconter juste comment vous êtes entrée dans le métier, tout très simplement, hein, pas de considération générale. La technique dans le son, elle est pas tellement plus importante que dans l'image, qu'à d'autres postes. Je crois que c'est un faux problème. Moi, j'ai un bac scientifique et c'est tout, quoi. Donc, les élèves de l'infémis qui sont là, ils le savent bien. C'est des choses qui s'apprennent, quoi. Et il n'y a pas de frein. Je crois que c'est juste une idée. Moi, je pense que l'image qu'on a du son est très masculine. Comme je vous disais tout à l'heure, on voit très peu de making-of, de toute façon, de films. En général, c'est le tournage. Et on n'y voit que des hommes. Donc l'identification, elle est plus difficile, de toute façon, pour une fille, de se projeter dans un univers, alors qu'on nous présente un univers pratiquement exclusivement masculin. Donc je pense que le frein, il peut être là. Mais moi, c'est une question que je ne me suis pas vraiment posée, parce que moi, je savais que je voulais faire du son. Et du coup, j'avais vraiment pas cette idée de technique. Pour moi, ça ne faisait que partie d'un apprentissage possible, quoi. Après, c'est vrai que le son, de toute façon, par rapport à l'abstraction, c'est vrai que c'est un métier qui est difficile de se représenter. Alors, je parlais que du montage son parce que c'est le mien. Déjà, je vois bien, les producteurs ne savent pas ce qu'on fait. Ils ne savent pas. Ils se demandent vraiment, voilà, ils ne voient pas forcément tellement la différence. Lorsqu'on va à une projection de fin de mixage, ils nous parlent de la musique. Voilà. On le voit par exemple au César, les films qui sont nommés sont des films musicaux. Il suffit qu'il y ait une chanteuse. Voilà, il y a le César, l'équipe son qui a fait ce film-là. Donc, c'est un métier qui n'est pas connu, on ne sait pas ce qu'on fait, il n'y a pas de culture du son, il y a une culture de l'image, il n'y a pas une culture du son. Donc, là encore, je pense que ça réduit peut-être les vocations, tout simplement. Maintenant, moi, je sais ce qui m'a vraiment aidée, comme Caroline, c'est le fait d'avoir commencé avec un metteur en scène qui a fait du son. Moi, j'ai commencé avec Gaspard Noé, et là, tout d'un coup, le son s'entendait. Voilà, donc du coup, j'étais tout de suite classifiée comme étant une monteuse son super. Et ça m'a vraiment aidée. Ce qui ne m'a pas empêché de travailler avec des réalisateurs ou réalisatrices qui n'ont rien à voir et qui font un travail très très différent et qui m'ont demandé de faire un travail très différent. Mais c'est vrai que ça m'a aidée. Et puis en plus, c'était un film où il y avait quand même une certaine violence. C'est vrai qu'on associe beaucoup les femmes à quelque chose, à la douceur. Et là, tout d'un coup, j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas être classifié comme étant fleur bleue, quoi. Donc voilà, moi je pense que ça m'a aidée. Oui. Est-ce que justement par rapport à la question de l'identification, vous pouvez peut-être un petit peu tout nous dire quelle a été justement la part des figures de femmes qui ont pu compter dans votre construction? Et si ce n'est pas des femmes, si justement il y a eu des figures peut-être plus importantes, parce que je pense que beaucoup de jeunes filles, dans tous les domaines que ce soit, se sont construites par rapport notamment à des identifications auprès d'hommes. Là, il y a pas mal de jeunes hommes au final, donc c'est plutôt positif. Peut-être que vous allez aussi vous-même devenir des figures d'identification pour les jeunes hommes, ça pourrait être intéressant.
Je sais pas. Non, franchement, j'ai pas vraiment de modèle, ni homme ni femme, en fait, qui m'ont poussé à ça. Non, pas vraiment. Non. Quel conseil vous donnez à vos élèves filles de la FEMIS, puisque Valérie co-dirige le département son de la FEMIS, pour les pousser à s'incruster dans le métier, voilà, à ne pas se décourager très vite. Une directrice de post-production m'expliquait que le son était particulièrement repoussant, entre guillemets, pour une fille. C'est une filière qui fonctionne beaucoup sur le monopole. À la fois un monopole des techniciens en place qui ne veulent pas se refiler le travail et donc qui sont en très petit nombre. Un culte du monopole beaucoup plus intense, il me semble, que dans les autres filières. Et en plus, un monopole masculin. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui se cooptent entre eux et en plus, ils se cooptent entre hommes. Voilà. Donc il y avait une espèce de double verrou qui était très compliqué à casser pour les jeunes filles entrant dans la profession. Est-ce que vous, peut-être que c'est inavouable, mais est-ce que vous donnez des conseils aux jeunes filles que vous avez, aux jeunes femmes que vous avez comme étudiantes à la FEMIS pour casser ce double verrou? Non, moi je ne vais pas donner de conseils plus particulièrement adressés à des jeunes filles qu'à des jeunes gens. Pour moi, les difficultés de rentrer dans ce métier, elles sont les mêmes, de toute façon. C'est difficile pour eux quand ils débutent, c'est difficile de se faire une place, c'est effectivement difficile de renverser ceux qui sont en place. Et d'ailleurs, c'est pas souhaitable, parce que sinon, je ne travaille plus. Mais non, je crois que l'essentiel, c'est de trouver du plaisir. Et à partir du moment où il y a du plaisir, où on est à l'aise avec les équipes qu'on rencontre, on tisse des liens. Je crois franchement dans ce métier, notamment sur des postes comme ça, quand même, ce sont des postes de collaborateurs, de création. Donc, c'est des liens à tisser avec des metteurs en scène. Et à partir du moment où ces liens existent, je pense que le travail vient après. Mais il n'y a pas quelque chose adressé particulièrement aux femmes, je pense. Oui. Je suis désolée, je fais vraiment l'oiseau de mauvaise augure qui donne de mauvais chiffres. Non, c'est juste, du coup, c'est intéressant par rapport à ce que tu dis, à savoir qu'il ne faut pas qu'il y ait de différenciation, etc. Quand on voit, par exemple, au niveau des chiffres de Lumière, il y a 17% d'inscrites et 6% d'admises. 17, déjà, c'est pas énorme. Ça veut dire, est-ce que tu penses que, typiquement, pour en revenir justement au débat de base sur est-ce qu'il y a un problème avec le côté technique, scientifique, etc., ça veut dire qu'il y a moins de jeunes femmes qui sont intéressées par les métiers du son? Je veux dire, quelles peuvent être les pistes de réflexion par rapport à ça? C'est une question qu'on se pose. Hein. On se pose vraiment. Enfin, on n'a pas de réponse. Franchement, c'est assez particulier, effectivement. Hein, mais moi, à part le fait qu'effectivement, c'est un milieu qui affiche clairement que c'est un milieu d'hommes, je ne vois pas d'autres raisons. Est-ce que ça n'a pas à voir avec une notion qui est un peu diffuse, mais qui existe dans les métiers de son, qui est la notion d'austérité? Je dis ça parce que j'étais il n'y a pas très longtemps dans un festival et je parlais avec une écrivaine très connue qui me paraissait très moderne et très libérée. Et je parlais du fait que les filles étaient super bonnes en filière scientifique jusqu'à 18 ans et que peu à peu elles disparaissaient. Et là, cette femme que je pensais être une alliée me dit « Ah, mais c'est normal que les filles n'aient pas envie de faire ça, c'est hyper austère. La science, c'est hyper austère. » Alors, évidemment, j'ai pesté, mais je trouve quand même qu'elle a, d'une certaine manière, elle a trouvé le bon mot. C'est l'austérité qui est du côté masculin vue comme une espèce de vertu intellectuelle et une manière de manifester une forme de concentration et d'épure. Pourquoi est-ce que cette austérité peut être repoussante pour le corps féminin? Est-ce que le son ne souffre pas d'une image austère, ce qui n'est pas du tout le cas de l'image, où l'image, il y a un plateau, c'est très très vivant. Non, moi je crois que le son souffre de son manque de visibilité, en fait, tout simplement. C'est que l'image, on voit et on sait très facilement afficher son goût pour une image ou son dégoût pour une image. Pour le son, c'est beaucoup plus difficile de faire une analyse. On n'a pas cette culture-là. En plus, c'est vrai qu'on a
aujourd'hui une génération qui écoute du MP3, qui écoute sur des films sur des petits écrans. Du son merdique, je traduis. Du son merdique. Donc, se rendre compte de l'apport du son, c'est quelque chose de difficile. Nous, une des premières choses qu'on fait à la FEMI, c'est de faire écouter aux étudiants une bande-son dite de copie de travail à la sortie du montage image et la même bande-son mixée. Donc avec l'apport du montage son et du travail de mixage. Et là, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a, il y a quand même une évolution, il y a des choses qui sont possibles et il y a quelque chose qui devient moins austère, justement. Donc voilà, mais ça, cette connaissance-là, les gens ne l'ont pas. Donc le son, moi je sais que mes parents n'ont toujours pas compris ce que je faisais, et pourtant je leur ai expliqué. Mais ils sont persuadés que je suis ingénieur et que je fais du traitement du signal, en gros. Donc c'est tout. Hein. Mais voilà, je pense que la population en général, le son, c'est du bruitage. Voilà, ça s'arrête à ça, quoi. Donc là, l'image du bruiteur, tout le monde la connaît. Bon, c'est un mec en short qui bouge sur le même, qui bouge des accessoires. C'est pas forcément très glamour. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est dans le son, c'est une composition. C'est une composition tout au long de la fabrication d'un film. Là, on parle du son, mais par exemple, il n'y a pas de preneuse de son directe parmi nous et il n'y a pas de perchman. Pour moi, le son, et je viens de cette génération-là, qui est une génération malheureuse du point de vue du son, puisque d'une certaine manière, on en fait de moins en moins de son direct, et que c'est de plus en plus difficile à en faire, c'est le son direct. À partir de là, le son direct, je pense que Juliette a fait des films sur lesquels il y avait 3 pistes de son. Ou alors, comme les strobes, il y avait... ça n'empêchait pas le montage son, mais il y a quelque chose qui était considérablement différent. Là, dans les 30 dernières années, le son, ça a complètement explosé. Le design sonore, etc. Une sorte, on pourrait dire même De surenchère. De surenchère de travail à cet endroit-là. Et que c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. C'est aussi la surenchère dont il faudrait dire qu'elle existe. Et qu'elle existe même, alors là, pour nous, par exemple, dans le travail de l'étalonnage, etc., dont on fait à certains moments des 4 ou 5 mois d'étalonnage sur le film de Inarritu, là, parce qu'il faut recomposer la réalité d'une forêt, et que, en fait, au bout du compte, ça enlève totalement l'émotion qu'on peut avoir face à un paysage, quoi. Moi, c'est un film qui m'a vraiment posé problème sur la question de l'émotion. Qu'est-ce que c'est que ces nouvelles techniques qui font que, par rapport aux arts qui ont toujours souhaité reproduire le réel pour que l'on puisse le penser, le comprendre, l'évaluer et que ça nous émeuve, ça représente autre chose que le réel. Quand je dis le réel, c'est autre chose que le spectacle du monde. Hein. C'est pas le réel. D'accord ? Donc, sur le son, je comprends ce que tu veux dire, et en même temps, ça tient beaucoup à la façon dont l'IPRA technique s'est emparée de ce domaine. L'IPRA technique, peut-être pas à ce point quand même. Hein, non, mais on fait beaucoup plus de choses parce que les systèmes de diffusion ont évolué, c'est surtout ça. Mais concernant le tournage, là par contre, il y a eu des évolutions, bien évidemment. Maintenant, on peut tourner en enregistrant 24 pistes là où on pouvait, il y a encore 15 ans de ça, enregistrer que 2. Merci, il y a une évolution, mais il y a surtout une régression. Parce que c'est vrai que c'est quand même l'image qui domine un petit peu sur un tournage. On a de plus en plus de tournages à 2, voire 3 caméras, et c'est le son qui en pâtit. Alors là, les jeunes gens qui voudraient rentrer dans le son ne le savent pas. C'est pas ça qui va les freiner.
Mais ce qu'ils voient, c'est quand même, malgré tout, c'est une évolution de l'image énorme. Je ne pense pas qu'ils mesurent l'évolution du son. Même C'est si... l'évolution de l'image? Oui. Non, une prise de pouvoir de l'image, ou une extension de l'image. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de films qui sont énormément truqués, tout ça, les gens le savent, ça, ils le voient vraiment. Je ne suis pas certaine que les cas publics soient à ce point sensibles à l'évolution des bandes son telle qu'elle est aujourd'hui, même s'il y a de la surenchère. Ils le voient sur des films à grand spectacle où il y a des grosses courses-poursuites et des coups de feu dans tous les sens, et là, c'est pas les femmes qui les montrent. Si vous faisiez le même exercice et vous mettiez les gens dans une salle avec le son qui sort de derrière l'écran par rapport à toutes ces salles qui sont en 5.1, ça serait la même chose que la découverte des élèves à la Thémis. Les gens, quand même, ils savent à peu près, ils ont tous un système stéréo chez eux, ils savent. Par rapport aux histoires de course-poursuite, est-ce qu'on pourrait lancer la question du budget, qui est une question quand même assez intéressante. Est-ce que vous pouvez un peu tout nous dire? On va commencer par Emmanuel. Quel type de budget vous avez eu à faire? Est-ce qu'il y a eu une vraie variété? Est-ce que vous n'avez jamais dépassé tel budget? Est-elle en dessous de tel budget, etc. Moi, je fais plutôt des films d'auteurs français. Donc, voilà, je suis entre 4 et 7. Je suis contente quand c'est 7. Mais voilà, je fais plutôt ça. Là, j'ai fait quelques fois des films au-delà de ça, avec des plus gros budgets. Là. Mais globalement, c'est ça. Mais c'est aussi parce que j'ai envie d'en faire. C'est pas parce que... j'ai pas le sentiment d'être... je travaille avec des réalisateurs avec qui j'aime travailler, que je suis... voilà, donc c'est plutôt un choix d'être dans ce créneau-là. Est-ce que vous avez l'impression d'être plus surveillé quand vous avez un gros budget? Ou quand il y a des enjeux sur les décors, des enjeux commerciaux ou spectaculaires sur les décors? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous surveille plus? Non, j'ai pas du tout ce sentiment-là. Oui, moi, c'est pareil, hein, c'est plutôt cinéma d'auteur, petit et moyen budget. Rarement des films gros budget. On en a fait un avec Juliette. Mais voilà, ça reste cinéma d'auteur. Et c'est vrai qu'en montage son, de toute façon, on n'est pas du tout comme en tournage, on est en huis clos avec un metteur en scène. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Mais pourquoi vous n'avez pas accès à des gros films? Moi, je pose une question triviale. Pourquoi? Les gros films, disons que ça se résume essentiellement à ce qui est de la comédie. Et nos métiers sont des métiers où on est très vite catalogué. On a un peu des étiquettes, on ne passe pas du long métrage au téléfilm ou inversement, on ne passe pas de la comédie au film d'époque. Voilà, il suffit de faire un film d'époque qui a marché et pour qu'on nous appelle systématiquement sur tous les films d'époque. Enfin, voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc après, moi, ça me convient parfaitement. Voilà. Caroline, sur les films à gros budget, C'est évident qu'il y a un plafond de verre. Oui, il y en a un, bien sûr. Il n'y a qu'à se tourner vers les studios américains. Ce pas des femmes qui font l'image dans les studios américains. Moi, j'avais envie de revenir sur un truc que tu disais concret égale technique. Je ne suis absolument pas d'accord. Je pense que le concret, c'est le concret, la technique, c'est la technique. Le concret, c'est le concret. Et très souvent, les femmes sont extrêmement concrètes sur un plateau. La technique, c'est autre chose. C'est quelque chose, c'est l'organisation des outils. Et il y a un langage autour de la technique. Et ce langage-là est très particulier. Ce langage-là est très masculin parce qu'il est très autiste. Et que je crois que justement, il n'est pas concret, très souvent. C'est très amusant. On a parlé de quelque chose qui était la formation devant les consoles à la Fémis, et qu'une femme devant une console son disait vous voyez, il y a 4 boutons, 5 boutons, à partir de là, vous pouvez tout décliner, vous avez tout compris. Une femme mixeuse. Mais c'est pas du tout comme ça que l'expliquera un garçon
qui est à la tête du Boeing, qui est la console son de la Vénus d'ailleurs. Donc, non mais je dis ça parce que c'est amusant, tout le langage technique, il est comme ça. Hein. Il n'y a qu'à lire les modes d'emploi. Hein. Moi, je ne sais pas par qui sont faits les modes d'emploi, mais je pense principalement par des hommes. Parce que, quand même, il faut se prendre la tête alors que les choses seraient très, très explicables différemment. Et j'avais un professeur à l'IDEC, on avait des profs, c'était principalement des techniciens, mais sur quelques disciplines comme la sensitométrie, on avait des profs extrêmement pointus et nous avions la chance, il se trouve que moi j'ai eu la chance d'avoir un type qui s'appelait Claude Léon. Claude Léon était un des 3 dirigeants du laboratoire LTC, je pense que tu l'as connu. C'était un type, mais absolument délicieux, qui, après retraité, prenait des cours de philo à la Sorbonne. Je me souviens, je le croisais au Balzar quand je me promenais dans ces endroits-là, et qui nous a expliqué la sensitométrie avec des concepts littéraires. Et je ne dis pas que j'étais spécialement ni littéraire ni technique, je pense que j'ai toujours été entre les deux, mais ça veut vraiment dire qu'il y a une possibilité, et pour beaucoup échanger avec Jean-Pierre Beauviola, la façon dont il explique les choses, c'est des choses que je comprends parfaitement. Donc il y a dans la pédagogie technique, sur les outils de cinéma, un langage qui est quand même qui reste relativement barbare pour moi. Je voudrais revenir juste sur les gros films, parce que avant de venir ici, j'ai un peu questionné mes camarades, elles ne sont pas très nombreuses. Donc, et en fait, au détour de ces conversations, on s'est rendu compte que, par exemple, en montage son, en fait, c'est divisé en deux parties. Il y a le montage parole et le montage son. Des filles qui faisaient les 2 postes étaient assez facilement appelées sur des gros budgets comme monteuse parole, mais pas comme monteuse son. Ces postes-là étaient réservés aux hommes. Voilà. Petite parenthèse. Parce que considérés comme plus sophistiqués. Parce que considérés comme plus sophistiqués. Alors, j'aimerais bien qu'on aborde de manière complètement impromptue une question qui est extrêmement triviale, mais qui nous est apparue un peu nécessaire dans les conversations, les échanges qu'on a pu avoir, qui est une question que moi j'hésite souvent à aborder en public, parce que je trouve un peu qu'il y a la question de la maternité, voilà, de la vie familiale. Une question que moi j'hésite souvent à aborder en public, parce que j'en ai un peu marre que nous, femmes, on nous ramène toujours régulièrement à la question de la maternité, qui n'est pas forcément une question fondatrice pour chacune d'entre nous. Il n'empêche que moi, dans les discussions que je peux avoir avec les techniciennes autour de moi ou dans les prépas de tournage, tous les 2 jours, il y a cette question des qu'est-ce qu'on va faire des enfants qui revient. Voilà. On croit s'en débarrasser, c'est un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock, et 2 jours après, on en reparle. Ça nous ennuie toutes terriblement. Personne ne dira que c'est passionnant, il n'empêche que c'est une question qui nous poursuit. Et j'aimerais savoir, voilà, la question de la maternité dans le cinéma est à la fois hyper triviale, hyper ingrate et en même temps absolument essentielle. Donc essayons d'assumer la gratitude de cette question. Il me semble que c'est une des raisons pour lesquelles les femmes disparaissent progressivement au fur et à mesure des années et qu'elles ne durent pas forcément dans le métier, c'est la question de la maternité. C'est très compliqué d'avoir 2-3 enfants et d'être réalisatrice ou technicienne de cinéma. Et j'aimerais savoir pour chacune d'entre vous, en tout cas pour celles qui se sont affrontées à cette question, comment vous l'avez négocié, comment vous l'avez résolu ou pas résolu. Voilà, je ne sais pas qui veut commencer. C'est très trivial, en même temps c'est très instructif, je crois. Bon, moi j'ai une fille qui a 20 ans, donc mes étudiants vont m'appeler maman maintenant. Non, moi j'ai pas eu de soucis parce que mon mari a arrêté de travailler. Moi j'ai une fille aussi
qui a 20 ans aussi. Mais par contre, moi, j'ai pas voulu avoir de deuxième enfant. Enfin, c'était pas d'ailleurs un désir dans notre couple, mais bon, parce que j'avais envie de bosser et je me disais qu'un enfant, c'est déjà assez compliqué. Et donc, voilà, j'ai quand même fait le choix d'avoir qu'un enfant pour essayer au moins de s'occuper un petit peu de celle-là et pas de... moi, j'ai eu 3 enfants. Et dans un sens, ça m'a empêché, ça a été un peu compliqué parce que il y a des films que j'ai dû refuser, parce que par exemple, bon, certes, les monteurs en général, on reste plutôt à Paris, mais enfin, ça m'est arrivé qu'on me propose des films à l'étranger. Voilà, là, évidemment, j'ai dû les refuser, ou j'ai dû... Après, comme dans n'importe quelle profession, j'ai dû arrêter de travailler quand mes enfants naissaient, quoi. Mais pas très longtemps, j'ai essayé. Et c'est vrai que depuis que mes enfants sont grands, je suis partie beaucoup à l'étranger et je les remercie d'avoir grandi assez vite. Mais bon, c'est vrai que c'est un frein, mais je pense que c'est un frein dans toutes les professions, en fait, d'avoir des enfants. Donc malheureusement, c'est un choix. Moi, voilà, je préfère avoir des enfants et que ce soit un peu plus compliqué pour le travail. Mais enfin, ça n'a pas été impossible non plus. J'en ai quand même eu 3 et bon, je m'en suis pas très bien occupée. Oui, je suis d'accord avec le pas très bien occupé. C'est pas que je connaisse les enfants, mais moi, c'est ce que je me dis tous les jours. Hein. J'ai 2 filles, une de 25, une de 35, et j'ai l'impression que je n'ai pas fait ce qu'il fallait parce que j'ai nié la chose, quoi. J'ai travaillé comme assistante pour la première, j'étais jusqu'à 8 mois, et quasiment pour la deuxième, alors que j'étais déjà chef. Les machinistes me montaient sur la dolly. C'était effrayant. Le film d'Ackerman, je suis partie le faire 2 mois après avoir accouché. Je l'ai mis en nourrice à Bruxelles, ma première fille. Enfin, j'ai fait des choses démentes, quoi. Et qu'aujourd'hui, je regarderais quelqu'un qui le fait en pensant qu'il y a une indignité maternelle. Donc, je suis pas fière, mais c'était l'époque, quoi. Et j'ai mis, je crois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai mis au moins 15 ans à pouvoir dire que j'avais des enfants. Il y avait des acteurs avec lesquels j'avais tourné plusieurs fois qui pensaient que je n'avais pas d'enfants. Et qui m'ont regardé tout à fait différemment le jour où ils ont su que j'avais des enfants. Donc, oui, c'était une vraie question. Et comment s'organiser? Alors là, je pense qu'on n'arrête pas de faire de la régie, etc. Ça devient... C'est épuisant. Et là, il se trouve que c'est plus un problème d'enfant, mais que je m'occupe de mon compagnon qui est malade, et c'est évident que je ne peux plus travailler. Donc j'ai refusé de travailler depuis le printemps. Donc bien sûr que prendre ses responsabilités, d'un côté comme de l'autre, dans la famille comme sur un plateau, ça impose un certain nombre de choix, oui, de choix. Ça les impose, mais ça nous est imposé quand même. Ça nous est imposé. Mais quand tu parles d'indignité, enfin justement, je pense que malheureusement, l'époque est encore à l'indignité du côté maternel. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plein... Autour de moi j'ai un petit garçon qui a 7 ans, il y a beaucoup plus de femmes, et je pense que c'est en train de changer, j'espère en tout cas, qui sont beaucoup plus dans la culpabilité que les garçons par rapport au temps qu'elles passent loin de leurs gamins. Bon, c'est quelque chose qui est sociétal, hein, faut pas se leurrer. Je veux dire, on n'est pas avec... personnellement, moi, l'instinct maternel, j'y crois pas du tout. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a une envie de s'occuper de ses enfants, etc., mais de la même manière chez les garçons. Après, il y a des choses qui, comme vous l'avez dit, se retrouvent dans tous les secteurs, à savoir qu'il y a une vraie problématique qui n'est pas du tout réglée du côté français, et il y a des tentatives qui sont faites dans d'autres pays. C'est le rapport, par exemple, au congé paternité, pas congé parental. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand une femme se retrouve enceinte et puis va avoir un enfant, il faut que face, entre guillemets, un employeur, dans tous les... elle se retrouve dans la même disponibilité, entre guillemets, qu'un garçon, ce qui de facto est compliqué
en étant enceinte, mais qu'il l'est d'autant plus si, après, entre guillemets, après l'accouchement, il y a une disponibilité qui est moindre chez la femme. Donc c'est quelque chose d'extrêmement complexe, mais alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui se réglera en partie à travers une organisation, et puis c'est aussi la sphère privée, et ça c'est très compliqué, et chacun se démerde avec ça, quoi. Pour les femmes qui font de l'image, il faut se dire que c'est des marins, quoi. Et ça, je ne sais pas comment tu vis ça, c'est extrêmement compliqué, parce que la sphère familiale, les hommes supportent mal que les femmes s'en aillent. Hein. Et donc, forcément, dans ce cas-là, plutôt que de changer de métier, on change d'homme. Donc, forcément, quand je change d'homme, ça provoque des séismes. Donc, voilà, quoi. On est dans des... Il y a une sorte de chose, et puis on vit quand même. Mais, en attendant, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que mes filles, elles ont trinqué. Je pense que toutes les deux sont des vrais artistes et que je leur ai pas toujours donné les moyens d'exprimer ça, alors j'essaie de me rattraper. Moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'est de gérer sa culpabilité par rapport aux enfants. Enfin, j'en ai qu'une, heureusement. Mais c'est vrai que moi, je me souviens quand elle avait 3 ans, qu'elle ne me voyait jamais et qu'elle me disait « Maman, quand est-ce que tu es au chômage ?» Parce qu'elle avait bien compris le truc. Effectivement, on leur impose un rythme de vie qui est complètement délirant, quoi, parce qu'ils nous voient tout le temps pendant 2 mois, et puis plus du tout pendant 6. Mais vraiment plus du tout, parce que si on est en tournage en province, voilà, c'est une absence complète. Nous, en montage, on ne fait pas tellement des horaires décents. On a plutôt tendance à travailler 10 voire 12 heures. Donc ça, plus les transports en commun, ça fait des journées où on rentre, notre petit bout de chou il est couché. Donc moi j'ai eu des moments, ouais, quand même, où j'en ai eu un peu gros sur la patate, quoi, par rapport à ça. Alors moi, je suis persuadée que dans ma génération, on pourrait s'emparer vraiment concrètement de cette question et arrêter de vivre dans cette double injonction qui est intenable pour nous les filles, qui est à la fois d'être des artistes. Et être artiste, il ne faut pas se leurrer. Et ça concerne aussi les techniciennes, ça veut dire se concentrer de manière exclusive à son art. Voilà, je ne crois pas du tout que pour réussir un film, on puisse à la fois s'occuper de ses enfants et de son art. Pour moi, c'est pas possible. À un moment donné, il faut faire preuve d'une espèce d'égoïsme bénéfique qui est qu'on doit être obsédé par le film qu'on est en train de faire. Et l'autre injonction, c'est ne pas devenir une mauvaise mère et vivre toute sa vie avec cette douleur-là. Voilà, une espèce de double injonction totalement antithétique, être une bonne mère et être une bonne artiste. Les deux vont pas du tout ensemble. Les hommes réussissent très très bien cette équation. Pour nous les filles, c'est très compliqué. C'est sans doute pour ça qu'il y a beaucoup de femmes écrivaines. Quand on veut écrire des livres, on peut écrire la nuit, on peut écrire l'après-midi pendant la sieste. Tout d'un coup, les temps de vie et les temps de création sont très très bien assortis. Quand on fait du cinéma, je crois vraiment que c'est la discipline artistique la pire quand on a des enfants. Et moi, je me suis demandé, en discutant avec des filles de ma génération, s'il n'y avait pas une espèce de dispositif à inventer. Nous, on l'a appelé entre nous la commission enfant. Se dire que systématiquement, et ça doit venir de la réalisatrice plutôt que des techniciennes, quand on engage en production un film, on décide qu'il y a une commission enfant qui doit être intégrée régulièrement dans les discussions avec la production et qui serait, par exemple, une liste des gens qui ont des enfants et il faut prendre ça en compte dans la prépa, dans le tournage, etc. et ne pas rendre la vie impossible à ses enfants. C'est totalement utopique et c'est totalement naïf. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à mettre sur pied la commission enfant, mais forcer la production et l'équipe en général d'intégrer le paramètre enfant. Ce qui ne veut pas dire que quand on a des enfants, il faut qu'on travaille que 6 heures par jour, etc. C'est pas ça. C'est l'idée, par exemple, d'essayer de mutualiser les moyens de garde sur un tournage. Par exemple, quand on est en province, des choses comme ça. Ça l'est pour les actrices. Bah, oui. Under the line, over the line, c'est une bataille de classe dans le cinéma, ça. Tout à fait. Je suis désolée, moi j'ai très souvent vu la production s'occuper des enfants des acteurs et des actrices. Mais pas des techniciennes et pas des réalisatrices. Et prendre en charge les frais. Comme les acteurs, et ça c'est une belle chose, sont solidaires entre eux, on pourrait dire des acteurs. Oui, peut-être des stars.
Et sinon, petit aparté, cet été, j'ai lu un texte absolument génial, moi, qui m'a déculpabilisée, qui est du psychanalyste anglais que vous connaissez tous, j'imagine, mais que moi j'ai découvert cet été, qui est Winnicott, et qui a fait un texte génial sur la mère suffisamment bonne, qui est un concept extraordinaire et très déculpabilisant. Voilà, l'idée qu'une mère n'est pas là pour répondre à tous les désirs et à toutes les envies tyranniques d'un enfant. Il faut juste qu'il y ait une espèce de minimum garantie d'amour et d'assurance que l'enfant est aimé. J'ai trouvé ce concept extraordinaire et je pense qu'on devrait l'enseigner aussi pendant... Enfin, on devrait le mettre dans les bibles de ton âge. Voilà, c'est sur quoi on peut enchaîner maintenant? Non, mais moi, je vais juste conclure par rapport à ça que je pense qu'en effet, une des choses les plus importantes, c'est la question de déculpabiliser, quoi. À savoir qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qu'une bonne mère? Enfin, désolée, moi, j'ai pas la réponse. J'espère que personne ne l'a, parce que sinon, ce serait vraiment triste. Et qu'en effet, enfin, chacune s'interroge sur l'impact que sa carrière, ses choix, etc. a eu. Voilà, moi j'ai tendance à penser qu'une mère qui va bien, c'est la meilleure chose qu'elle peut donner à son gamin, et que si ça passe par, on va dire, un épanouissement professionnel fort, ouais, pourquoi pas. Alors, pour finir, parce qu'après on va peut-être passer à vos questions, on va peut-être aborder un aspect qui est peut-être possiblement fumeux, mais que moi je trouve passionnant et dont j'ai en fait qui vient d'un entretien, enfin d'une parole de Caroline Champetier parue récemment à l'occasion des Assises de l'égalité. Et Caroline Champetier, donc ici présente parmi nous, parlait de la sexualisation à outrance d'un plateau. Ça, c'est mon expression à moi, c'est pas l'expression de Caroline Champetier. Et Caroline disait, chose que je trouve passionnante, que sur un plateau, il y a tout un imaginaire sexualisé qui structure quand même un plateau, et tout un vocabulaire, et tout un lot de fantasmes. Et que, par exemple, la caméra, pendant très longtemps, avait bénéficié d'une espèce d'aura phallique. Voilà, qu'il y avait une espèce d'imaginaire phallique autour de la caméra. Ça peut... En fait, voilà, j'ai trouvé cette parole absolument passionnante, et en disant ça, je me suis demandé, est-ce que dans le fond, le fait que des femmes accèdent au rang de chef de poste sur un plateau, ça ne concerne pas tellement la post-production, est-ce que tout d'un coup, ça ne va pas aider le cinéma à se défaire de toute une espèce d'habillage viriliste qui fait du mal aux gens sur le plateau, qui fait du mal aux acteurs et aux actrices, et qui fait du mal au cinéma au final. Voilà, donc c'est un questionnement très théorique et très concret quand on est sur un plateau. Qu'est-ce qui, grâce à la présence accrue de femmes sur un plateau, peut casser cette espèce d'habillage viriliste du cinéma? Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre, si Caroline peut répondre, ou si... Il y a une chose dont on n'a pas du tout parlé, enfin on en a un tout petit peu parlé quand vous nous avez demandé les femmes qui auraient pu nous inspirer. Vous avez parlé, vous avez cette assez belle citation de Lupino, etc. J'ai parlé de Nourrit. Il y a quelque chose qui est dans la société et qui, sur un plateau de cinéma, moi j'ai toujours ressenti, c'est la solidarité masculine. Je n'ai jamais senti de solidarité féminine. Je la sens ailleurs dans la vie. Je la sens, j'ai des sœurs, j'ai des amis, et puis je viens d'une génération où cette solidarité féminine, elle a été importante pour moi. Mais dans le cinéma, je ne la sens pas. Et alors, vraiment, au début, je ne l'ai pas senti. C'est-à-dire que les productrices pour lesquelles j'ai travaillé tout au début, au contraire, je les percevais très bien comme... n'étant pas si heureuse que ça qu'une jeune femme vienne faire péter le cadre, disons, le cadre. Et je trouve que la chose, et c'est pour ça que je pense que quand cette histoire de femme chef de poste, elle a quelque chose de lourdingue et de pas si intelligent que ça, quand je dis 50-50. Ce que je trouve beau sur cette solidarité masculine, je m'explique un peu, elle est extrêmement agréable.
il y a quelque chose finalement qui fabrique une sorte de fluidité, alors que les femmes peuvent arrêter ça. Je me dis que sur un plateau, le jour où il y aura cette solidarité entre des femmes, là quelque chose deviendra plus fluide. C'est pour ça que je pense que quand on dit chef de poste, c'est pas simplement parce qu'il y aura une femme à l'image et après 15 hommes autour d'elle que la chose sur le plateau même, la chimie du plateau se transformera. Pas du tout. Je pense que s'il y a une femme à l'image, une cadreuse, ou alors une femme, une assistante, et peut-être une chef électro, oui, là quelque chose commence à se passer. C'est-à-dire que on est extrêmement habitué à ce que effectivement les hommes soient dans le relais, enfin soient dans la... et pas les femmes, parce qu'on est élevés, excusez-moi, mais les unes contre les autres la plupart du temps, même par des mères, hein, donc qui sont phallocrates. Donc je pense que vraiment il y a quelque chose à penser de ce point de vue-là qui n'est pas simplement la femme, parce qu'une femme chef de poste, c'est jamais qu'un autre phallus, sauf qu'il a une gueule de fille, quoi. Alors que si ça devient une sorte de société où les mœurs sont un peu différentes, tu dis toi-même l'avoir ressenti, il se trouve que j'ai fait une publicité il n'y a pas longtemps pour une chose très particulière qui était les cancers féminins, et la réalisatrice a souhaité que ce soit que des femmes. C'était un plateau incroyable. De douceur, d'attention, mais extraordinaire. Je n'avais jamais vécu ça, quoi. Et silencieux en plus. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été claire, mais je pense que c'est pas simplement les choses érigées, c'est cette espèce de façon qu'ont les hommes d'ériger leur solidarité qu'il faut... D'ériger leur solidarité et aussi de... Enfin, c'est évident qu'un plateau, c'est un endroit de désir. Voilà, il y a du désir qui circule. Je trouve quand même qu'il y a une espèce de sexualisation à outrance, quelquefois, sur les plateaux, qui est pour moi juste un habit pas très chic du rapport de force. Voilà, par exemple, je ne comprends pas pourquoi on parle tout le temps de sexualité sur un plateau. Souvent, en fait, c'est juste des rapports de force qui se jouent. Et les hommes qui investis dans ces rapports de force prétendent que c'est sexuel, que c'est du désir. J'ai l'impression que souvent on parle de sexualité, là en fait il y a juste du rapport de force un peu primitif qui se joue, et que ces hommes, au lieu d'assumer le fait que c'est un rapport de force qui se joue, nous expliquent à nous les filles, mais non, c'est une histoire de désir, etc. Voilà. Et le rapport de force et la sexualité, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et mon hypothèse à moi, c'est que peut-être que s'il y a plus de femmes chefs de poste, c'est pas du tout l'idée que les femmes vont enlever le désir sur un plateau, hein. C'est pas du tout ça, ni l'envie ni l'idée, mais que tout d'un coup, cette sexualisation que moi je trouve profondément débile et outrancière et qui porte préjudice, par exemple, aux acteurs et aux actrices, elle va se déporter. Voilà. Et qu'on va alléger, mais dans un, je sais pas, dans un meilleur sens, le travail artistique. Voilà. Mais ça, c'est un peu un gros chapitre. Je suis pas sûre qu'on puisse vraiment l'ouvrir ce soir. Bérénice. Non, moi j'ai le souvenir d'une discussion avec un vieux monsieur que j'aime beaucoup, qui un jour m'a dit mais il n'y a rien de pire qu'une femme au pouvoir. Alors bon, vu que j'aimais beaucoup, j'étais quand même un peu emmerdée. Je lui ai dit mais comment ça? Il m'a répondu le problème c'est qu'elles l'ont tellement rarement qu'une fois qu'elles l'ont, elles veulent le garder, elles ne veulent pas le partager. Donc je pense en effet que plus, alors on en revient à la question de pouvoir, de responsabilité, mais en tout cas si on part dans ces termes-là, plus il y aura de femmes qui auront des responsabilités, du pouvoir, etc., plus les choses, en effet, peut-être se feront avec plus de fluidité, plus d'intelligence, je ne sais pas, en tout cas, j'espère. Moi, je voudrais revenir sur le problème de la sexualité. Alors, en montage, comme je le rappelais tout à l'heure, on est en huis clos avec un réalisateur. Et en fait, cette notion, elle est importante. Moi, j'ai travaillé, par exemple, beaucoup plus avec des hommes qu'avec des femmes. Et ça m'est arrivé de refuser, je ne citerai pas, de refuser de travailler avec des femmes parce que j'ai senti qu'elles étaient dans un rapport de séduction qui ne pourrait pas marcher avec moi, qui pouvait certainement marcher sur un plateau, mais
qui avec moi ne fonctionnerait pas. Et j'avais dit à la productrice, mais il faut qu'elle travaille avec un homme. Voilà, et c'est vrai que moi, ça m'arrive quasiment à 95% du temps d'être, entre guillemets, amoureuse du réalisateur avec lequel je travaille. Parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette relation pour être le plus proche de lui. Il y a quelque chose comme ça, donc c'est quand même très particulier. C'est de l'amour entre guillemets, hein, mais il y a quelque chose comme ça. Il y a une forme de rapport de séduction qui se passe dans une salle de montage. On est en huis clos, on est à deux. Donc c'est une camaraderie, il y a beaucoup de choses quand même. Il y a de la pénombre. Non. Il y a des micros. Axel. Est-ce que vous voulez passer aux questions? On va passer aux questions. Ouais. On passera vite, je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans la salle? Juste là, sur la sexualité, j'aimerais bien dire un truc. Vous voulez un micro? Oui. Celui-là. Enfin, celui-là. C'est le problème de sans fil. Bonjour, merci à toutes d'être là. Je suis un peu choquée là quand je vous entends parler de sexualité, à croire que les femmes n'ont pas de sexualité, même en étant hétérosexuelles. Et pourquoi ce ne serait pas la sexualité féminine qui serait au centre des débats et toujours les mecs? Ça, j'arrive pas à comprendre, mais bon, ça m'interloque un peu, quoi. Donc, pour revenir sur le sujet du débat, je voulais dire aussi, comme Caroline Champetier, que heureusement que vous avez travaillé et qu'on vous a vu toutes travailler ou recevoir des Césars pour certaines d'entre vous, parce que ça nous donne du courage, donc je vous remercie pour ça. Moi, je voulais revenir, parce que je crois qu'il y a une productrice et une directrice de la photographie. Moi, je vais souvent en tournage et je fais moi-même mes images, et je me posais la question, je remarque qu'on est de plus en plus en train de faire des films toute seule en extérieur, et que c'est très dur. Moi, ça m'est arrivé de tourner, par exemple, pendant le carnaval de Venise, d'avoir une place, et j'étais la seule fille, et je fais 1m60, et c'était pas facile. Je peux vous dire qu'être après dans l'intimité avec la post-production, les équipes de post-production qui sont, en tout cas en ce qui me concerne, féminines, c'est extrêmement reposant de ne pas être dans un rapport ni de force, ni sexuel. Donc, ça m'interpelle un peu, en fait, quand vous parlez comme ça d'un rapport qui, je trouve, comment dirais-je, on n'est pas forcément inféodé aux hommes maintenant, quoi. Peut-être que ça l'était il y a quelque temps, mais est-ce que c'est le cas? Je ne suis pas sûre, quoi. Et c'est ça qui doit changer. Et je serais d'accord avec Caroline Champetier, ça ne sert à rien de mettre une fille en chef de poste si le reste du temps, il n'y a pas les filles. Il faudrait que ce soit les plateaux qui soient paritaires, pas seulement... voilà, quoi. Et il y a des vrais postes, c'est-à-dire... des postes techniques, les machinistes, etc. Enfin, voilà, quoi. Sinon, si c'est toujours les filles aux mêmes endroits qui font le même truc et qui s'écrasent ou qui font, en effet, oublier qu'elles sont des filles, et au cas où il y en a une qui rappelle que parce que t'es une fille, il faut être respecté quand même. Voilà, ça complique les choses, et c'est vrai qu'il n'y a pas trop de solidarité. Voilà, quoi. Moi, je trouve ça un peu... ça fait un peu mesurette, quoi, voilà, pour être bref. Non, mais oui, mais ça c'est à nous, je dirais que c'est à nous de faire comprendre au CNC comment fonctionne un plateau, et bon, je dirais de nous exprimer, d'écrire là-dessus. Toi, tu fais partie de ce truc 50-50. Ce truc. Oui, on est plusieurs, d'ailleurs il y a Julie qui est là aussi qui en fait partie, et je pense qu'il y en a quelques autres. C'est quand même un petit peu le début de la discussion aussi, hein, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut se réjouir. Il y a, comme on se disait tout à l'heure, il va y avoir évidemment des choses à améliorer, à pousser plus loin, etc. Après, c'est, je veux dire, ce que je disais dans l'intro, à savoir qu'il y a un film sur 6 qui, en gros, pour l'instant, est éligible au soutien. C'est quand même assez déprimant. Ça veut dire que, concrètement, la parité sur les plateaux, et je pense que vous avez plus eu l'expérience que moi, elle est clairement pas là encore. Donc après, oui, il y a des choses qui vont devoir être ajustées. Et ce qu'on se disait tout à l'heure, par exemple, la question de la post-production, c'est un vrai sujet. Et il y en a d'autres. Mais après, sur la question de la solidarité féminine, etc.,
Oui, c'est une question réelle. Pareil, on l'évoquait tout à l'heure. Quand on parle, parce qu'à un moment, il y avait eu ce débat-là dans un des ateliers du collectif qu'on avait fait, on avait évoqué l'idée de, entre guillemets, d'une espèce d'annuaire des femmes aux différents postes techniques du cinéma, etc. Ce sur quoi une assistante réalisation a dit « Mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout de faire partie d'un agenda où, en gros, j'y suis parce que je suis une nana ». Ce que je peux comprendre, je peux complètement comprendre. Après, là où il faut arrêter d'être hypocrite, c'est que les réseaux masculins, ils sont invisibles et ils sont partout. Donc là-dessus, au bout d'un moment, il faut arrêter aussi de vouloir être... Visibles, hein. Et oui, en plus, ils sont visibles, tout à fait. Enfin, plus ou moins selon... Mais bon, il y a une espèce de cooptation qui est là, qui est bien réelle. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut aussi arrêter de vouloir être plus royaliste que le roi, entre guillemets, c'est-à-dire vouloir toujours qu'on soit là pour notre talent, etc. Évidemment, mais le talent, il est là, en fait. Il y a énormément de femmes talentueuses, que ce soit dans l'industrie ou la création. Donc pourquoi on a des chiffres aussi dramatiques? Il y a un truc qui ne va pas. Et il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Mais ça, je veux dire, c'est dans tous les secteurs. Après, il s'avère qu'on s'intéresse à ce secteur-là. Et donc oui, il faut qu'il y ait des choses qui évoluent. La question, c'est comment, je pense personnellement, que ça passe à un moment par une légalisation qui doit être temporaire, mais qui doit permettre, entre guillemets, d'accélérer un petit peu le mouvement. Parce que quand on regarde historiquement, le mouvement, putain, il est lent, quoi. Moi, j'ai une question qui répond, enfin, on continue votre réflexion. Là, on a que des chefs de poste face à nous, donc profitons-en, c'est formidable. Justement, vous, en tant que femme chef de poste, est-ce que vous contribuez à ça? Est-ce que vous choisissez dans vos équipes des femmes? Alors moi je vais répondre parce que justement j'ai pas parlé de mes équipes parce que en tant que chef d'éco, moi j'emploie pas mal de gens. Enfin j'emploie la production emploie, mais enfin j'ai des équipes qui sont souvent assez nombreuses. On peut être 20, 30, 50. Enfin bon, il y a plein de types de métiers, de la construction, de la peinture, de l'ensemblage, de la sculpture, tout ça. Et c'est vrai que moi, je travaille, en fait, j'en parlais tout à l'heure, principalement avec des femmes, en fait. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs pas tellement... Enfin, ça s'est fait comme ça, au fur et à mesure des années. En fait, j'ai travaillé avec des assistantes femmes, avec des ensemblières femmes, avec des chefs peintres femmes. Et là, actuellement, je fais un film et je me rends compte que il y a les mecs, j'ai un chef constructeur mec encore, parce que c'est vrai qu'il y a très très peu de chefs constructrices. Il y en a, mais enfin très peu. Et sinon, j'ai une chef peintre femme qui, elle, embauche des femmes et des hommes. Voilà, moi, c'est vrai que je me rends compte que j'aime ça. J'aime travailler avec des femmes parce que je trouve qu'elles sont très compétentes. Et puis, c'est vrai que dans la déco, il y a, en tant que... il y a pas mal de femmes qui font ces postes-là. Je ne dis pas les chefs de poste, mais en tout cas... dans les métiers de la décoration, il y a pas mal de femmes. Est-ce que c'est une volonté? Ça peut être une volonté, une démarche? Bah ouais, c'est-à-dire que moi j'aime travailler avec des femmes. Je trouve qu'elles travaillent bien, que bon, je me sens bien. J'ai pas justement ce problème de relation un peu machiste que j'ai pu vivre par moments au début de ma carrière, où c'est vrai que quand je débarquais à 30 ans sur un film, évidemment les chefs constructeurs pensaient que je ne savais pas comment dessiner un décor, alors qu'en fait, justement, comme j'étais architecte, bah, justement, je le savais, et je le savais peut-être mieux qu'eux. Donc, ça m'a permis d'ailleurs d'être alors, autoritaire, ou je ne sais pas, enfin, en tout cas assez ferme sur ce que je voulais. C'est-à-dire que je savais pourquoi je dessinais ça. Pour moi, ça avait du sens, donc je réussissais à les convaincre que j'avais cette compétence, quoi. C'est vrai qu'au départ, j'ai dû, avec les hommes, souvent, les convaincre que j'étais compétente. Ça c'est vrai. Mais ma formation faisait que au bout d'un moment, ça passait. Et maintenant, en fait, je travaille avec des gens avec qui il n'y a plus ce problème ce genre de conflit, en fait. Sinon, comme je l'ai choisi, je travaille avec des gens avec qui il n'y a pas de problème. Moi, en fait, moi, je voulais vous demander, je vais faire un mélange, en fait, il y a des hommes, il y a des femmes, tout ça. Et dans votre créativité, dans ce que vous avez vécu, j'entends, c'est votre prénom, votre nom, et
flatteuse et qui aime avoir la séduction d'un homme avec vous en travail. Est-ce que dans votre travail d'artiste, il y a des hommes qui sont aussi sur une part très féminine parce qu'ils sont artistes? Est-ce qu'il y a des expériences que vous avez eues? La question ne se pose pas d'homme ou de femme. Est-ce que vous avez été plus créative en tant que chef de poste sur des plateaux avec des hommes ou avec des femmes? Comment ça s'est passé? Parce que des fois, ça peut se passer, il y a des femmes, moi je suis comédienne, il y a des femmes qui sont pires que des hommes, hein, en tant que metteur en scène ou autre. Et il y a des hommes qui sont beaucoup plus féminins que les femmes. Enfin, je ne sais pas, dans votre créativité, là, je ne parle pas du plateau, du nombre et des pourcentages et machin, mais c'est plus dans la créativité. Il y a des hommes qui viennent rapporter plus que les femmes, et vice-versa. La créativité. Moi, je dirais pas ça. Je pense que la créativité, on l'a, en tout cas, on peut l'exprimer en fonction du degré de confiance qu'on nous accorde. Donc, il y a une forme d'alchimie qui doit fonctionner entre le monteur et le metteur en scène. Et je pense que c'est le cas de tous les chefs de poste, finalement. Et si cette alchimie elle marche, voilà, on a du coup possibilité de s'exprimer librement. Moi, il s'avère qu'effectivement, c'était davantage avec des hommes que j'ai pu l'exprimer qu'avec des femmes. Mais il y en a quelques-unes avec lesquelles ça a été formidable. Mais moins. Maintenant, il y a beaucoup moins de réalisatrices aussi. Donc, forcément, j'ai moins travaillé avec des femmes aussi. Mais bon, j'ai travaillé avec des réalisatrices et le rapport de séduction était le même. Quand je parle d'un rapport amoureux, un rapport de séduction, c'est bien sûr une métaphore. Hein. C'est juste que j'ai besoin de me sentir proche de cette personne et que cette relation, c'est comme son meilleur ami. On a une forme de relation amoureuse quelque part. Et alors, pour répondre à l'autre question, moi j'ai travaillé beaucoup avec... quand j'ai eu des assistants de parole, c'est souvent des femmes avec qui j'ai travaillé, mais pas systématiquement. Disons que j'étais quand même assez fidèle, en tout cas dans mes partenariats. J'ai été accompagnée par une monteuse parole pendant plus de 15 ans, donc je n'ai pas changé de partenaire de travail. Maintenant, elle vit sa vie, donc j'ai été amenée à changer plus souvent et j'ai alterné. Ça dépendait des films, ça dépendait des metteurs en scène, parce que je considère aussi que l'alchimie doit fonctionner à tous les postes. Donc voilà. Moi, je trouve très intéressante qui n'est pas une question d'ailleurs, de la féminité des hommes dans le cinéma. Et je trouve ça extrêmement rassurant. Je pense que le directeur photo avec lequel j'ai longtemps travaillé, qui était William Louchansky, avait une très grande part de féminité. C'est peut-être ça d'ailleurs qui m'a fait comprendre quelle pouvait être la féminité de ce poste. Parce que c'était pas ce qu'on montrait, c'est pas ce que montraient les opérateurs de l'époque, hein. Moto, bottes, équipe, etc. Il y avait encore à l'époque des directeurs photos qui faisaient nettoyer leurs motos et leurs voitures par leur équipe. Hein. C'était ancestral quand même. Donc je trouve que ça fait partie de ce qu'on peut apporter, c'est d'essayer de révéler à des hommes avec qui on travaille leur féminité. Et d'arriver à négocier ça, et que ce ne soit pas simplement une femme qui soit l'ambassadrice du féminin. Non, c'est que le féminin, je suis d'accord avec toi, évidemment, on est tous hommes et femmes. Je pense que si j'ai lu récemment que Camille Claudel, sa mère, avait eu un enfant avant elle, qui était un garçon et qui était mort. Et puis Camille Claudel. Parce que je me disais, mais comment ça lui est passé par la tête d'avoir ce truc d'homme, quoi, et de vouloir, dans une société et dans un milieu qui n'était pas du tout, de vouloir endosser cette activité d'homme. Et il se trouve que j'ai la même histoire, c'est-à-dire que j'ai une mère qui a eu à
avant moi un enfant qui est mort et qui était un garçon. Et je pense, je sais, l'analyse sert à ça, que évidemment que ça m'a complètement fabriquée et que je suis un garçon et j'ai aimé ça et j'aime toujours ça, l'idée que je puisse être garçon. Donc je trouve que ces négociations-là, si elles pouvaient avoir, si les frontières pouvaient être un peu moins débiles et un peu moins formatées, les plateaux peuvent devenir des lieux très très intéressants pour ça. Parce que la démocratie d'un plateau, c'est quand même passionnant. Il y a une chose quand même qui différencie vraiment nos deux étapes de tournage et de post-prod, c'est que nous, en post-production, le réalisateur, il n'est pas en représentation. Donc il est comme il est, et effectivement, sa part de féminité, quand elle est là, elle est exprimée. Sans doute. Donc on n'a pas cette problématique-là, effectivement, sur un tournage. C'est pas la même chose. Moi, je sais qu'il y a des directeurs de prod qui m'ont présenté un réalisateur en disant tu vas voir, il est quand même, il est vraiment dur, tout ça, et j'avais en face de moi un agneau et je comprenais pas, quoi. Mais c'était le jour et la nuit entre une pression d'un tournage où il faut assurer pour le metteur en scène, c'est quand même lourd, hein, un plateau, donc il faut tenir une équipe, il faut tenir des comédiens, il faut savoir s'imposer. Et un moment de répit qui est la partie post-prod, où on est là au contraire dans un rapport de confiance et de collaboration avec une seule personne, donc ça n'a rien à voir. Mais tout le monde est dans la représentation sur un tournage, pas simplement le metteur en scène. Il a cette place-là, mais tu vois, tout le monde... du théâtre pour être une metteur en scène. Je voulais juste dire qu'on peut dire qu'il y a que moi je suis d'accord avec cette sexualité. Il faut avoir cette tendance. Il y a cette excitation sur le plateau qui est entre même actrice et réalisateur. Et c'est très bien parce qu'on marche comme ça et ça se développe beaucoup plus des émotions. Mais je voulais juste dire qu'il faut vraiment encourager les femmes pour faire ce métier. Parce que je suis arrivée sur des examens dans lesquels il y avait 7 metteurs en scène qui m'ont examinée. Ils m'ont dit, vous étiez actrice et mannequin, et maintenant vous voulez être réalisatrice. C'est débile. Donc je pense que nos débats, c'est vraiment important de parler qu'il y a la voix des femmes et il faut les encourager parce qu'on est vraiment peu nombreux dans ce secteur. Et voilà, c'était juste ça ce que je voulais dire. Je voudrais juste rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure sur un malentendu, sur la rapide évocation qu'on a faite à la fin, sur les bénéfices qu'on aurait à démasculiniser sur le plan érotique, on va dire, un plateau. J'ai jamais dit que les femmes n'avaient pas de sexualité. Je ne sais pas d'où est venue cette remarque que vous avez faite. J'ai dit que sur un plateau, la sexualité était binaire, homme-femme, hyper archaïque et qu'elle était masculine. C'est-à-dire que sur un plateau, tout est orienté vers une certaine représentation que se font les hommes de leur sexualité. Un petit exemple, par exemple, dans l'histoire du cinéma, 9 fois sur 10, l'actrice principale tombe amoureuse de son metteur en scène et vice-versa. Dans l'histoire du cinéma, quand on examine le cas où c'est l'acteur principal qui est tombé amoureux de sa réalisatrice, pourcentage, il descend, je ne sais pas, il est 5 fois moins élevé. Pour moi, c'est quand même la preuve que sur un plateau, il y a une espèce de machine de guerre qui est celle du désir masculin dans ce qu'il a de plus conventionnel et de plus imagerie d'Épinal, et que la machine de guerre du désir féminin, elle n'existe pas. Voilà. Alors si une femme veut transformer un plateau en machine de guerre de son désir féminin, qu'elle le fasse. Mais tout à l'heure, mon idée, c'était pas du tout de dire qu'il fallait qu'un plateau soit pas sexuel et que les femmes n'avaient pas de sexualité. C'est pas du tout ça. Ce qui me choque, moi, dans ce qui avait été dit, c'est que d'abord, c'est sexualisé au sens le plus
c'est un joli mot, charnel. C'est pas charnel, oui, c'est outrancier plutôt. Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi d'abord que de la sexualité sur un plateau? Moi, je vois on parlait de Chantal Akerman, moi je suis hétérosexuelle. Quand je vois un corps nu de femme filmé par Chantal Akerman, j'ai pas de désir sexuel, mais ça me stupéfie la puissance que ça peut porter un corps féminin nu. Vous voyez, et il me semble que la sexualité, au sens où, peut-être que c'est moi qui ai mal compris, mais au sens où ça a été déployé dans la conversation là, ça me semblait tellement primaire et très viande et très voilà. Et je trouve que le cinéma, c'est pas. On n'a jamais dit qu'il fallait pas filmer des femmes nues au cinéma, c'est pas du tout ça l'enjeu du. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un malentendu. La manière de parler du désir, elle est beaucoup trop pauvre pour être déployée. Et je trouve que c'est un vrai problème du cinéma en général. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, j'ai vu ça à la télévision vite fait. Il y a une costumière qui est montée sur scène aux Oscars, parce qu'elle a gagné. Elle n'était pas habillée en fille, quoi. Elle n'était pas habillée en meringue. Et comme elle explique, parce que la moitié de la salle ne l'a pas applaudie, parce qu'elle s'est pointée en pantalon et en cuir, enfin elle n'était pas habillée en fille, quoi, sur scène, parce qu'elle trouve qu'elle n'a pas le corps fait pour. Et ça n'empêche pas d'avoir gagné un Oscar. Et ce qui était frappant, c'est que les gens l'ont regardé, comment oses-tu être femme sans être femme dans les codes admis? Et j'ai l'impression que c'est un peu ça le problème dans le cinéma. J'ai l'impression qu'on parle de plusieurs choses là. Oui. Oui, mais c'est pas contradictoire ce que vous dites. Et le film d'Ackerman que vous citez, qui est bon, d'une puissance incroyable, c'est deux corps de femmes. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Deux corps de femmes, c'est pas un. Vous voyez ce que je veux dire? Et filmé par Ackerman, c'est juste quand même deux corps de femmes qui. Pardon? Dans la première partie, elle est toute seule. Oui, mais enfin, la puissance du film vient quand même de ce rapport de ces deux corps. J'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé que la première partie où elle est toute seule dans sa chambre, qu'elle est plus célèbre à l'envers et qu'elle est nue avec sa fille, alors que ça ne fait pas du tout allusion justement à une sexualité, mais qu'elle est bien nue. Alors que bon, vous êtes d'accord que au niveau de la lumière, c'est pas terrible, mais la construction du plan, il y a du temps. Non, c'est pas la scène de sexe à la fin, mais je pense que c'est bien ce que je disais. Mais vous voyez, le fait que ça frotte, c'est peut-être que c'est structurel. Oui, bonsoir. Moi, je voulais dire par rapport à la personne de Nourritaville dont parlait Caroline, que de surcroît, quand elle est rentrée à l'IDEC, elle a dit « je veux faire l'image ». Alors maintenant, dans la FEMIS, on forme plein de corps de métier, mais à l'IDEC, il y avait spécialisation montage ou image, c'est tout. Elle a dit « je veux faire l'image », ils lui ont dit « mais non, les femmes, elles font montage ». Et elle a insisté, et c'est la première qui a fait image, parce qu'elle a dit non. Et moi aussi, j'étais à l'IDEC, et quand j'ai fait mon film de promotion, tous les mecs de mon équipe avaient été réformés. Effectivement, c'était la seule qui avait fait son service militaire. Moi, ce que je voulais vous demander, c'est à la FEMIS, combien il y a de filles au son, qui passent au son? Parce que dans la profession, moi je connais qu'une seule ingénieuse du son, c'est Brigitte Taillandier. Il y a pas mal de perchemans, mais je n'en connais pas d'autres, il y en a peut-être plus à la télé ou tout ça. Et moi, quand j'ai commencé, il y avait Claudine Nougaret aussi. Oui, il y a Claudine Nougaret. Non, Sophie Chabot, elle est perchemans. Elle est perchemans. Mais il y en a un peu plus, il y en a beaucoup en documentaire. Voilà, mais moi, en fiction, sur les génériques, je ne vois que Brigitte Taillandier. Donc, alors je serais curieuse de savoir... Et elles ont beaucoup de mal, hein, les jeunes combien il y en a qui sortent pour savoir qui travaille, quoi. Là, moi, j'ai les chiffres des candidats admis entre 2008 et 2018. Donc sur 10 années. En décor, il y a eu 75% de femmes et 25% d'hommes. À l'image, il y a eu 54% de femmes et 45% d'hommes. En montage, 45% de femmes et 55% d'hommes. En production, il y a 48,5% de femmes pour 51,5% d'hommes. En réalisation, 41% de femmes et 59% d'hommes. Scénario, 53 et 47.
En son, c'est 25,8% de femmes et 74%. Ah, ça chute énormément. Voilà. Et script, 87%. Ah bah oui, il y a pas... Je crois que cette année, il y a un garçon. Il y a 3 hommes. Là, il y a eu 3 hommes en 10 ans. Cette année, il y a un garçon inscrit. Deux, c'est Parce que script, c'est l'inverse. Il y a tellement de femmes oui, qu'il faudrait qu'il y ait quelques hommes pour pouvoir revaloriser le salaire, parce que comme il y a des femmes, ils ne revalorisent pas le salaire. Alors par contre, quand même, parce que j'ai tout ramené, hein. Concernant les candidats au concours général, un cursus principal en 2017, il y a eu 500 femmes sur plus de presque 1100 inscrits. Donc ça fait 46%, 19 femmes sur 40 admis. En 2018, c'est à peu près pareil, c'est 46% à peu près à chaque fois. Et il y a les jurys des épreuves. Pour les 6 concours organisés, il y a eu 5 jurys sur 6 ont été présidés par des femmes. Et sur l'ensemble des jurés, il y a eu 19 femmes et 14 hommes. Donc, La parité est respectée alors. Voilà, c'est même plus que respecté. Presque plus, c'est-à-dire qu'il y a énormément de parité à l'école et après il y a une disparition, c'est ça qui se passe aussi. Moi, je trouve ça super, la FEMIS. C'est bien qu'on en fasse l'éloge. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que la FEMIS. Et si on prend, parce que c'est un peu une guerre des chiffres. Hein. Si on prend les chiffres, par exemple, de Lumière, on est très très loin du compte. Hein. Enfin, notamment en images, il y a depuis plusieurs années entre 2 et 3 femmes sur 16. Donc on est très très loin de ça. Et je trouve, enfin, moi, à la fois, je regrette un peu que dans cette assemblée, on prenne ces chiffres-là. Parce que c'est absolument pas les chiffres de la réalité du travail. Non, mais là, on essaie de nous raconter qu'on est déjà 50-50, on peut tout arrêter, puisqu'on y est déjà. Non, pas du tout, on a insisté sur le fait que les femmes je pense que c'est super important pour nous de faire attention à ça. Non, mais ce que je dis justement, c'est que ça, ce sont des chiffres d'élèves, mais sur le travail, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que, si vous voulez, moi je sens que ce mouvement dans lequel on est, là, auquel on participe, il est venu pour moi très clairement du fait qu'on a envie de dire apparemment tout va bien, mais en fait c'est pas vrai, tout va pas bien. Donc je pense que sur les chiffres c'est important de bien dire que voilà, ça c'est les chiffres dans les écoles, etc. avec les Nice, et que la réalité du travail c'est très très loin. Et que même, c'est bien ce qu'on soulève en fait. Et que même les chiffres dont vous parlez là, les 28%, les 7% et tout ça, pour moi ce que je, enfin, par exemple, les Césars en image, moi j'en vois que 2 qui ont eu César en image. Toi et Agnès, qui d'autre ? Alors désolé, mais les chiffres, on les a donnés tout à l'heure, on a été très clair justement sur le fait que l'état actuel il est très mauvais. Enfin, voilà. Je pense que c'est très important de vraiment qu'on fasse attention, même entre nous, hein, c'est pas une critique, voilà, qu'on fasse attention entre nous au choix des chiffres qu'on a. Parce qu'en fin de compte, même les 28% dont on parlait, tout ça, ces 28% de femmes sur les plateaux, ça ne donne pas vraiment la réalité de qui fait quoi. Voilà. Je pense qu'il y a, par exemple, dans les chefs de poste, même en image, il n'y a pas tant de monde. Pas tant de monde que ça. Je vois pas quels sont les 28% auxquels vous faites référence en fait. Les chiffres du CNC que on en a donné un paquet, donc c'est un peu difficile de se souvenir du tout. C'est pour ça que je pose la question. Non, parce que justement, on pointe le fait que justement, il y a quand même des départements, en tout cas, je ne parle pas du son parce que là c'est une catastrophe, mais des départements où il y a quand même beaucoup plus de femmes qui se présentent pour faire ces métiers, et que dans la réalité, c'est pas tout à fait le cas. Et alors, d'ailleurs, pour en revenir aux écoles, il y a une école à Lyon qui est Cinéfabrique. Eux, ils ont imposé la parité au concours. Moi, je ne suis pas certaine que ce soit une très bonne chose, parce que c'est peut-être aussi passer à côté de certains candidats. Mais en tout cas, voilà, ils l'ont fait. Et ils ont 6 étudiants à sélectionner par département. Et ils se battent pour que ce soit à la fois des gens qui sont issus, entre guillemets, de la diversité et qu'il y ait la parité qui soit respectée. Moi, je pense pour avoir beaucoup été... Excuse-moi, juste parce que pour avoir beaucoup été à Lyon, la question n'est pas la parité, et la question, ça ne se pose pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils fabriquent, ils essayent de fabriquer, Cinéfabrique,
un mouvement de solidarité dans les promotions. Je suis quand même allée dans certaines écoles de cinéma. Je n'ai jamais senti, dans les écoles où je suis allée, Louis Lumière, la Fémis, j'en parle pas, justement cette solidarité entre des gens qui sont très très différents socialement, qui évidemment il y avait cette parité dans mon groupe Image, et donc je crois que c'est pas du tout choisir des femmes, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est pas choisir des femmes et les mettre à certains postes, c'est fabriquer un autre rapport entre les gens, et entre les sexes, et entre les gens soi-disant, je mets la notion de pouvoir de côté, les gens de responsabilité, ou ayant des responsabilités. Et je peux témoigner que dans cette école, il y a quelque chose qui se passe très particulier, justement sur la bienveillance des élèves les uns avec les autres. Et je mettrais ça tout à fait à part et exceptionnel par rapport à ce que j'ai vu ailleurs. Donc je ne pense pas qu'il faille dire les choses comme tu les dis, c'est-à-dire ils ont choisi la parité. Non, ils fabriquent un groupe. Non mais ça, moi c'est ce que j'ai lu sur leur plaquette. Hein. Oui, mais pour y avoir été, donc je t'explique. Et c'est comme ça que ça se passe. Ils essayent de fabriquer une chimie, cette chimie qu'on essaye absolument d'obtenir dans les équipes, d'obtenir sur les plateaux, pour que la chose devienne organique, quoi, et qu'on arrive à fabriquer un objet qui nous ressemble à nous qui le fabriquons, quoi, et pas à une seule personne. Donc je crois que cette question sur laquelle on revient tout le temps, de mettre des femmes comme ça, d'occuper des postes avec les femmes, c'est pas ça. C'est pour ça que je dis que du point de vue du CNC, il faudrait arriver à leur prouver qu'il faut affiner les choses. C'est en tissant un autre type de relation entre les femmes et les hommes. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Après, la problématique, du coup, est plutôt juste, hein, c'est que du coup, c'est la déconstruction, c'est-à-dire qu'il faut déconstruire énormément de choses, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Savoir que oui, je veux dire, tout à la place où on est, de différentes générations, de différents backgrounds, etc. Je veux dire, il y a la notion en langue anglaise de bad feminist. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait, par exemple, être féministe et puis soi-même être dans une reproduction de certaines normes, etc., etc. Donc c'est toujours, en fait, penser ce qui a été construit socialement depuis des décennies. Et alors là, je lance une piste de réflexion qui n'a pas de fin, mais justement, à un moment, repenser et arrêter de poser le féminin comme inférieur au masculin. C'est-à-dire, alors c'est une grande question, hein, je m'en rends compte, mais justement, réajuster quand tu parles, par exemple, du pouvoir et de responsabilité, moi j'ai trouvé ça passionnant. Parce que justement, c'est inverser un petit peu la donne. C'est au bout d'un moment, c'est quoi le pouvoir? Pourquoi c'est lié justement à une forme de virilité? Je veux dire, il y a la masculinité, la féminité. La virilité, pour l'instant, elle est donnée aux hommes. Il n'y a pas d'équivalent féminin. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Pour l'instant, c'est uniquement lié dans la définition à l'homme, alors qu'en soi, je veux dire, par exemple, quand on parle d'une femme virile, en tout cas, moi, c'est le rapport que j'ai, on a tendance à penser physiquement, alors que ça va bien au-delà de ça. Je veux dire, la virilité, c'est quelque chose qui s'est construit depuis la nuit des temps. Et je pense aussi que dans tous ces débats, les hommes ont énormément de choses à gagner sur le fait de justement déconstruire eux-mêmes les pressions qu'ils ont par rapport à cette notion de virilité. Bonsoir, moi je voulais juste revenir sur la ciné-fabrique par rapport à la parité, parce que du coup, moi je viens de sortir de la ciné-fabrique, et en fait la parité c'est un but, mais c'est pas respecté forcément, parce que par exemple en son, moi j'étais la seule de ma promo sur 6, parce qu'en fait justement il y a trop peu de filles qui se présentent, et que la sélection n'est pas idiote, et que du coup ils ne privilégient pas d'avoir 3 filles, 3 garçons. Ils privilégient une sélection intelligente, ils essayent d'avoir la parité, mais par exemple donc dans la promo 1, moi je suis la seule fille, dans la promo 2 il y en a 2, dans la promo 3 il y en a une seule, et dans la promo 4, enfin elles sont 3 sur 6. Mais la sélection n'est pas faite pour qu'il y ait absolument parité,
Ils essayent d'avoir la parité, mais s'il y a trop peu de filles qui se présentent, comme c'est le cas en son, il n'y a pas parité. Enfin, voilà, je voulais juste remettre ça à plat. La sélection n'est pas immédiate dans ce sens-là, elle n'est pas obligatoirement dans la parité. Quoi. Bon, bah, c'est très bien. Voilà. On s'arrête. Bonsoir. Déjà, je voulais vous remercier pour la qualité du débat qui était vraiment super intéressante. Et surtout, ça rejoint exactement en fait, des questionnements qui sont aussi pour les garçons. En fait. C'est-à-dire que en fait, je suis absolument persuadé que le féminisme va aussi libérer les garçons et que la virilité, c'est un truc qu'il faudrait détruire aussi pour les garçons. En fait. Et parce que, je veux dire, moi, on m'a d'abord éduqué à être viril avant d'être masculin. Et j'ai l'impression qu'en fait, je peux pas aussi me réapproprier ma féminité. Et j'ai l'impression surtout, où sont les mecs, quoi. Dire où sont les mecs dans les débats dès qu'on commence à parler de femmes, dès qu'on commence à parler de féminité, où sont les gars qui viennent dire bah ouais moi aussi ça m'intéresse, moi aussi j'ai un truc à y gagner, et du coup on se retrouve à être dans un débat qui est complètement binaire avec des gens qui disent des grosses conneries parce que les garçons ne prennent pas en charge leur propre pouvoir de changement quoi. Donc à un moment moi j'ai envie de dire genre merci de parler de la virilité, de dire que c'est un truc à déconstruire et que nous les mecs on doit aussi participer à ce combat-là qui est aussi celui de notre génération et tout simplement de notre identité à nous quoi. Voilà. Merci. Toute dernière question. Merci beaucoup pour la qualité du débat. Il y a quelque chose qui m'a intéressée quand on parlait de technique et d'austérité. Alors on parle de déconstruire des préjugés. J'aimais beaucoup ce qui était dit aussi sur le côté de pragmatisme. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire pour justement changer l'image de la technique et changer la vision que les filles peuvent avoir de leurs compétences techniques et de leur capacité à exercer des métiers techniques? Des tutoriels sur YouTube. Et aussi un préjugé, c'est quelque chose qui construit aussi, non? Oui, mais c'est... Par exemple, nous, on est 3-4 personnes de l'AFC à avoir décidé de faire des tests optiques sur toutes les optiques existantes. On les aura peut-être pas toutes, hein, on en aura une trentaine. Et de faire ça à l'aveugle. Et après, de les projeter à une audience et de trouver des mots qui soient des mots échangeables, négociables, facilement entre nous, pour les caractériser. Si vous lisez les modes d'emploi de caméra, d'optique, de matériel, je ne sais pas comment c'est pour les Pro Tools et autres, mais c'est délirant, quoi. C'est juste ça, ça fait partie des choses à réinventer. Mais donc, il faut se les approprier. Ce langage-là, il faut le réinventer, quoi. Et caractériser les choses différemment. Après, n'oubliez pas que les constructeurs de caméras, que ce soit chez Sony, chez Red et tout ça, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans les bureaux d'études. C'est pas un exemple de qualification? C'est des mots simples, dur, doux, mou, mais ce que tu vois, tous ces mots pseudo-anglais qui veulent rien dire. C'est vrai que sur les optiques, comme c'est du sensitif, c'est plus facile, quoi. C'est plus facile que sur un capteur ou sur. Mais c'est surtout réinterroger des prescriptions constructeurs, si tu veux. Que quand un objet est donné et qui est défini par un constructeur, non, c'est à celui qui l'utilise qu'il faut c'est celui qui l'utilise qui doit trouver le langage pour le négocier, d'accord? Avec, par exemple, un metteur en scène, qui va me demander, mais non, moi j'ai une image comme ça avec des optiques, tu vois, ou qui me donnera des exemples visuels. C'est clair ce que je dis? Excusez-moi, c'était la dernière question. Voilà. Est-ce que Axel, Bérénice voulait conclure? Non, en termes de conclusion, non, je pense que c'était important de souligner que par rapport à ce qui a été évoqué là sur la part des hommes, voilà, là on était 6 femmes, mais ça avait aussi une justification potentiellement intéressante à mon sens, voilà.
pour la soirée. Et puis espérons que bientôt, on n'aura plus à faire ce genre de débat, mais je ne suis pas sûre que ce soit tout de suite le cas. Je dirais que dans l'histoire du cinéma, par exemple, quand on voit Jean Renoir dire « Ah, mais il faut être réceptif, il faut laisser le réel venir à soi, il faut, etc. » Mais tout ça, c'est des propos totalement féminins. Il faut juste arriver à pouvoir le dire, quoi. Et que ces choses-là, quand on les rencontre, soit dans les films, soit dans les livres, soit on sache en parler comme ça. C'est-à-dire, c'est nous. Je pense que le mythe masculin, il a énormément effacé ce que ce jeune homme disait de façon si magnifique, ce que pouvait être l'expression d'artistes, que ce soit des cinéastes ou autres, féminins. C'est-à-dire Jean Renoir, évidemment, ce gros bonhomme avec cette voix, ne disait pas de lui-même qu'il était féminin, mais c'est à nous de le dire, et quelques critiques bien inspirés auraient pu le dire avant nous.